Bonjour Liv, Bonjour, merci d'être présent pour cet échange aujourd'hui. merci à toi. Tu es réalisateur, musicien, coach et tu es surtout un propagateur de sagesse. Et tu proposes depuis quelques mois maintenant un podcast intitulé Le Réveil en douce, un podcast qui change la vie. C'est un très beau programme et c'est un podcast qui nous permet d'explorer la question qui suis-je au travers de ton histoire personnelle et de tes découvertes sur le chemin de la cessation de la souffrance, si on peut Mm, dire. c'est ça. Donc, tu mets avec érudition et pédagogie en lumière des principes, des pratiques, des enseignants, des enseignements, de traditions et d'horizons différents, Ouais, mais qui pointent tous en fait vers l'expression et la compréhension de notre nature véritable, en tout cas de la nature de notre expérience. ouais. Donc, pour ma première question, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a amené à partager ton réveil en douceur? C'est marrant, tu viens de dire Réveil en douceur et c'était vrai, c'est le premier titre que j'avais trouvé. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait un podcast qui existait déjà et qui s'appelait Le Réveil en douceur et ça m'a donné l'idée de le raccourcir en Réveil en douce. Et je préfère parce que je trouve qu'il y a une petite ambiguïté dans en douce. Hmm. Il y a un truc qui me plaît bien parce que quelque part c'est aussi un peu l'histoire qui m'est arrivée. Qui je suis? Bah, la même chose que toi. A priori, mais bon, on va parler de la forme. Très rapidement, je crois que tu as déjà un peu tout dit. Je veux dire, au niveau de la carte de visite, oui, je gagne ma vie en étant réalisateur. J'ai fait pas mal de documentaires et puis maintenant je me consacre surtout à la création de vidéos un peu particulières, un peu prototypes pour les musées, pour les institutions culturelles, on va dire. Et je m'amuse bien avec ça. J'ai créé ma petite niche, si on peut dire. J'ai des producteurs qui m'appellent, donc ça va. Au niveau professionnel, je dirais, j'ai à peu près euh, atteint mes objectifs, on va dire ça comme ça, et ça me permet de payer mes factures. C'est Et une bonne chose. ouais, et puis d'une belle façon. Je veux dire, c'est un très beau métier, hein. Franchement, c'est un métier difficile parce qu'on passe de projet en projet, on est toujours en train de chercher le prochain, de se demander comment ça va se passer. On court un peu derrière l'argent parfois, mais globalement, c'est magnifique. Enfin, c'est super. Donc de ce côté-là, je suis gâté. Sinon, mon histoire en dos, je pourrais la faire démarrer au moment de ce qui nous intéresse. Et ça fait il n'y a pas longtemps. Puisque moi, j'ai découvert tout ce dont tu parles avec tes invités, y compris tout seul. J'ai découvert ça il y a 5 ans. Donc, pour la faire courte, moi, j'ai 63 ans. Donc, j'avais 58 ans à l'époque. Et ça a eu lieu à travers la découverte d'un penseur en particulier. En fait, alors il y a évidemment tout un tas de jeux de cause à effet qui ont fait que, à un moment, j'ai été sur le point de faire une expérience psychédélique de manière très encadrée avec quelqu'un qui me rassurait beaucoup parce que j'avais peur de ce truc-là et qui donc avait un background scientifique et qui était très, comment dire, très respectueux des règles, du set and setting, comme dirait Timothy Leary ou Ramdas. Et à l'occasion de la préparation de ce trip, qui devait être un trip aux champignons, j'ai découvert l'œuvre d'un philosophe anglais qui s'appelle Alan Watts. Et quand j'ai découvert Alan Watts, ça a été tu sais, ce truc. Moi, j'ai très rapidement, je suis né au début des années 60 dans une famille de province catholique, pratiquante. J'allais à la messe tous les dimanches, j'ai fait ma communion, ma confirmation, ma profession de foi. Je suis marié à l'église, j'ai baptisé mes deux premiers enfants, pas le troisième, ce qui indique déjà mon chemin. Et donc, j'avais tout ce background. Mon enfance n'a pas été marrante. Non pas que j'ai subi des choses, mais parce que je me sentais complètement différent des autres. J'avais pas d'amis, j'étais tout petit, j'avais un an d'avance. Enfin bref,
Donc, c'est très propice à se poser des questions. Donc, je me suis toujours posé des questions quand j'étais petit. J'en parle un peu dans mon podcast. Je me disais, là, pourquoi je suis moi? Pourquoi je suis moi? Pourquoi je suis né dans ce corps alors que je voulais être une fille? Pourquoi je suis né dans cette famille, à cet endroit-là et à cette époque-là? Donc, je me suis toujours posé ces questions-là. Puis, la question du sens de la vie m'a poursuivi, y compris quand j'ai commencé ma carrière de réalisateur. Bref, j'en arrive à ce point où je découvre Alan Watts. Alan Watts, il a un passé de prêtre. Il a été prêtre épiscopalien dans les années 40, je crois. Et puis, il a tout laissé tomber. Et en 1950, il a écrit un bouquin absolument génial sur lequel je suis tombé et qui s'appelle The Wisdom of Insecurity. Et je le dis en anglais parce qu'à partir de là, tout mon chemin va se faire en anglais. Je découvre cette pensée à travers les penseurs anglais ou anglophones, y compris les Indiens traduits en anglais. Et donc, je fais ce trip qui est fantastique, mais qui était comme une sorte d'avant-goût. 6 mois après, je remets ça, mais cette fois avec du LSD. Et là, je prends la dose, je crois qu'on dit antéogène, c'est-à-dire qui est susceptible de m'amener sur Alpha du Centaure. Et c'est ce qui se passe. J'ai l'ego qui disparaît complètement. Et je vis une expérience complètement dingue. Et je me demande ce qui m'arrive. Et comme dirait Jack Cornfield, après l'extase, le lavomatique. Donc, Très belle ça a l'air référence. d'être, tu vois, ça a l'air d'être une expérience comme ça, une voie directe, mais en fait, non. Il va falloir approfondir et tout. Moi, je suis quelqu'un qui est très dans l'intellect, qui n'arrête pas de penser. Je découvre la méditation à cette occasion-là. Mm. Je connaissais pas la méditation, en fait. J'avais jamais été. J'étais dans la philo, j'étais dans la sociologie, j'avais travaillé avec des philosophes, avec des prêtres, mais j'étais pas là-dedans. Et je découvre la méditation à travers Samaris, qui venait de créer une application qui s'appelle Waking Up. Donc, je fais des méditations guidées avec Samaris, etc. Et puis, Samaris, il fait pas que des méditations, il reçoit des gens dans son application. Puis, il fait un peu comme toi, en fait, mais avec exclusivement des anglophones. Du coup, je découvre Douglas Harding, je découvre Ramdas, je découvre tout vient petit à petit, mais lentement. Et dans le même temps, ma compagne, qui lutte un peu avec la dépression, elle continue son chemin et elle découvre ce truc qui s'appelle les trois principes et que je partage aussi sur mon podcast. Et les trois principes, dans l'univers anglo-saxon, c'est assez connu. Dans l'univers français, personne ne connaît. Je dois t'avouer Aucun, que j'ai découvert ça voilà, avec ton podcast. Moi, voilà. Il n'y a aucun bouquin là-dessus. Personne ne connaît ce personnage qui s'appelle Sydney Banks, qui est contemporain. Enfin, il est mort en 2009, mais il a eu. Alors, Sydney Banks, c'est une histoire pas possible. C'est un soudeur qui avait un niveau brevet des collèges et qui s'était installé pour des raisons familiales en Colombie-Britannique, c'est-à-dire à Vancouver, au Canada. Et en 1973, ce soudeur, à l'occasion d'une fête de mariage, a une révélation mystique. D'un seul coup, il lui arrive un truc, quelqu'un lui dit quelque chose et badaboum, ça change totalement sa vie et sa vision. Et ce qu'il a découvert, c'est la non-dualité. Sauf qu'il va l'exprimer complètement autrement que ça. Il va dire, j'ai découvert que mon expérience, ce n'était pas les choses qui m'arrivent de l'extérieur et auxquelles je réagis. Mon expérience, c'est ce que je pense de ce qui m'arrive. C'est simplement ça. Et à partir de là, donc sa vie va changer complètement, il va laisser tomber son poste de soudeur, il va commencer à parler aux gens dans la queue des supermarchés, et puis petit à petit, il y a des gens qui vont se rassembler chez lui, qui vont venir, et puis ils vont voir que ce type dégage une espèce de paix incroyable, à la façon d'un gourou indien, sauf qu'il n'y connaît rien. Il n'a jamais entendu parler de Rama Maharshi, il n'a jamais entendu parler de Nisragata Maharaj, rien. Il est dans son illumination et il partage ça. Et curieusement, ce qui va attirer à un moment, c'est des psychologues, parce il a l'intuition que ça peut changer le cours de la psychologie et de ce que la psychologie enseigne. Qu'est-ce qu'elle enseigne, la psychologie? En gros, ben, on va fouiller dans le passé, on va chercher les traumas, on va essayer de résoudre les choses en pensant aux choses. Et lui, il dit, mais c'est le contraire qu'il faut faire. Les traumas, ils sont plus là, on vit dans l'instant présent et dans le moment présent. Qu'est-ce qui crée notre réalité? Ce sont nos pensées. C'est ce que je pense qui crée l'état dans lequel je suis. Et à partir de là, il va mettre un certain temps, mais il va euh,
dérouler une pelote et se rendre compte qu'il y a une manière efficace de partager ça, ça s'appelle les trois principes. Et donc, il va édicter les trois principes, on pourra en parler un petit peu après si tu veux. Mais tout ça pour dire que moi, je suis rentré là-dedans, j'ai commencé à suivre les Anglais et les Américains qui partageaient cette sagesse-là. J'ai commencé à lire Sydney Banks, au début ça m'est tombé des mains, parce que ça avait l'air d'une simplicité presque enfantine, Mhm. mais au point où ça pouvait même, tu vois, être enfantin, quoi, et où je me disais, non, c'est quoi, j'ai ce soudeur. Moi, je suis cartésien, je suis français, je suis né en France. Faut qu'on me donne du solide, quoi. Faut pas. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et puis petit à petit, bah, j'ai vu ce que ça donnait. J'ai vu des coachs comme Michael Neal, comme Amy Johnson, comme ces gens-là qui sont assez connus dans le monde anglo-saxon. J'ai suivi leur webinaire et de fil en aiguille, je me suis dit, mais moi j'ai envie de partager ça parce que ça a changé ma vie. En plus, je vivais une situation assez difficile avec ma compagne à ce moment-là, qui s'est étendue dans le temps jusqu'à la rupture. Et je me rendais compte à quel point cette compréhension, avec la non-dualité, hein, parce que tout vient avec, hein, c'est vraiment un truc, tu tires la pelote et tout vient, ça crée en dessous de moi une sorte de filet de sécurité absolument incroyable qui fait que cette situation que je vivais et qui pour moi était l'enfer sur Terre, c'était la chose que je craignais le plus. Je n'avais pas peur d'autre chose que de ça, la perdre. J'étais en train de la perdre et en même temps, je découvrais ça, qui j'étais. La question pourquoi je suis moi du petit garçon devenait qui suis-je? Et d'un seul coup, tout avait du sens. Et puis les trois principes, ça pointait sur awareness, donc ce mot qu'on n'a pas en français vraiment, mais qu'on appelle l'attention. C'est retourner l'attention vers soi-même. Samaris avait commencé à me dire ça, mais je comprenais rien. Je savais pas de quoi il parlait en méditation. J'étais là, qui dit quoi? Retourner l'attention sur quoi? Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Et voilà, et de fil en aiguille, donc est venue cette idée, cette envie de partage. Et puis, je savais pas comment. Jamais j'aurais eu l'idée de me filmer et de parler, parce que j'ai passé ma vie à être derrière la caméra. Moi, je me mettais pas devant. J'avais un problème avec mon image, avec ma tronche, avec mes oreilles décollées, avec mes cheveux partis, enfin, bref, toutes sortes de choses. Je me suis dit non, mais tu vas pas te mettre devant quand même. Et puis l'année dernière, exactement à cette époque, il y a une de ces professeurs là qui s'appelle Rohini Ross qui a créé un programme gratuit de 6 semaines. Je me suis dit, ah, c'est chouette ça. Pour les coachs, hein, pour les apprentis coachs, ceux qui voulaient être coach, je dis, bah, gratuit en plus. C'est rare que ça soit gratuit aux États-Unis. C'est souvent des programmes qui coûtent une fortune. Mais Rohini, elle a quelque chose d'assez formidable. Elle est d'origine indienne en plus. Bref, je fais ce programme. On avait des devoirs à faire. Et les devoirs, c'était show up, montrez-vous, filmez-vous, allez faire un live sur Facebook et dites-nous ce que vous voulez faire. Dites-nous, faites votre promotion de coach sans honte. Et moi, j'ai dit, bon, j'ai essayé et je me suis pris au jeu. Et un jour, je me suis mis là, juste derrière, là, dans le garage, dans la maison de ma mère, parce que c'est là que je suis en ce moment. J'ai allumé mes deux spots qui me permettaient en général d'éclairer les gens que je filmais ou que j'interviewais. Mhm. Je me suis mis devant la caméra, j'ai commencé à parler. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je vais faire. Je vais faire un podcast. J'avais pas de plan. Je savais pas où j'allais. Et je voulais pas savoir. Je me suis dit, tu vois, si ça vient vraiment de là où je crois que ça vient, ça va venir tout seul. Sinon, ça va pas aller. Ça marche plutôt pas mal. Voilà. Que ce soit le fait de te voir à l'écran, de ta façon de communiquer, ta façon de partager. On sent un vécu Mm. et on sent le vécu de quelqu'un qui traverse le processus et qui ne se réfugie pas derrière ses certitudes, bien au contraire, qui enfin, on sent une attitude une réelle curiosité, une réelle introspection. Et, et moi, j'ai été vraiment touché par tes épisodes parce qu'il y a une fragilité Mm. qui, dans le domaine, est relativement rare. Euh, En général, et c'est pas un jugement, ou si ça l'est peut-être un petit peu, mais c'est vrai que dans le milieu spirituel, il y a ce côté, surtout, il faut
pas montrer aucune fêlure, aucune faille. Et je pense que d'un point de vue pédagogique, c'est pas une bonne idée de justement de montrer qu'une seule façade en fait, la façade de la lumière, la façade de quelque chose de parfaitement lisse, alors qu'il y a quelque chose de concret dans ce que tu fais de vécu et en même temps de parfaitement il y a une logique et il y a une compréhension intellectuelle aussi qui est présente. Écoute, ça me touche beaucoup ce que tu me dis parce que c'est l'idée, c'est-à-dire c'est l'idée. J'ai vraiment cette certitude que c'est pas moi qui fais ça, Mm. que c'est quelque chose qui me traverse et que c'est pour ça que je le fais comme je le fais, c'est-à-dire, tu vois, j'écris rien, Mhm. rien du tout. Parfois, je lis des passages de choses parce que je trouve que ça a du sens, donc je vais lire un extrait d'un bouquin ou quoi. Mais je n'écris rien. Et quand j'ai commencé le podcast, alors j'avais quand même voulu me faire les premiers épisodes à l'avance avant de les mettre en ligne parce que je me disais, Mhm. où c'est que tu t'en vas? Donc, tu vois, les 6 premiers, je les ai enregistrés avant de les mettre en ligne. Mais je les ai fait de la même manière. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, la première question qui se pose, c'est qui je suis? Je vais partir de ça. Et puis on verra bien où ça m'emmène. Et ta, ta, ta. Et de fil en aiguille, au fil de mes lectures, parce que c'est vrai, je suis très curieux. J'ai des bouquins partout, j'arrête pas de lire. Je suis sans arrêt en train de chercher des trucs. J'adore ça. Oui. C'est vraiment le sel, tu vois. Vraiment, c'est ça. J'adore et j'aime bien découvrir des nouvelles choses et j'aime bien changer d'avis Mhm. parce que je trouve que quand je change d'avis, ben, je monte une marche, tu vois, quelque part. Il y a quelque chose qui, c'est comme une peau de serpent qui s'en va, puis il y en a une nouvelle qui vient, et donc je me suis laissé aller vraiment m'ouvrir. Et parfois, il y a des épisodes, je les ai enregistrés 4 ou 5 fois parce que ça partait n'importe comment. Mhm. Je savais plus où j'allais. Et je me regardais, alors, parce que tu as dû quand même constater que c'est beaucoup monté. Moi, je veux couper les hésitations, je veux couper les moments de blanc. C'est monté, mais ça sonne pas monté. Non, ça sonne pas monté, ça c'est très pro, moi je trouve, hein. C'est Mais très. bah, c'est mon métier. En tout cas, je voulais que ce soit propre. Je voulais que ce soit comme moi j'aime que c'est chez les autres, quoi, en fait. Quand j'ai découvert les propagateurs de sagesse, je les appelle comme ça parce que pour moi, c'est pas des maîtres vraiment. Enfin, j'ai un peu un rapport compliqué à l'autorité. Donc, le maître, non, c'est des gens qui, comme moi, sont traversés et puis voilà, et puis je les écoute et puis après, ils ont chacun leur personnalité. Il y a de l'ego, il n'y a pas d'ego, peu importe. Mais ouais, je, 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 je voulais absolument, je reviens à ce que je disais, je voulais absolument laisser les choses avancer au fur et à mesure en m'imposant une seule discipline, faire un épisode à chaque fois et être satisfait de l'épisode au moment où je le poste. C'est-à-dire pas passer un truc qui me plaisait pas. C'est pour ça qu'il y en a certains que j'ai mis plusieurs fois à faire parce que puis il y en a qui venaient tout seuls. Et en fait, tu peux voir à quel point ça vient tout seul en fonction du nombre de coupes. C'est tout ça Mhm. simple que ça. Parfois, le discours, il a fallu que je le reconstruise. Tu vois, j'ai improvisé pendant 1 heure devant la caméra, puis à un moment, je regardais, je me dis, oh là là, oh là là, oh là là, où tu t'en vas? Puis parfois, il manque des bouts, alors je vais les remettre. Mais dans l'ensemble, c'est un processus très spontané. Je cherche ça, je cherche la spontanéité. Je veux pas que ma parole soit pré-mâchée. Parfois, je fais un petit peu des... Tu sais, je vais marcher et puis je m'enregistre pour me dire, tiens, j'aimerais bien parler de ça, comment je vais en parler? Alors, je Mhm. m'enregistre et puis je me réécoute, puis je me dis, ah, c'est pas mal, bon, je vais essayer de partir. Et en général, une fois que je suis dans la caméra, il se passe autre chose. Mhm. Mais au moins, je me suis mis dans cette espèce de flow, quoi, et ça sort. Et je sais pas pourquoi. Et j'ai rien fait pour que ça sorte. Tu vois, j'ai pas bossé l'expression orale, pas du tout. Moi, j'étais quelqu'un qui était extrêmement timide. Je le raconte dès le premier épisode. Ouais. J'étais quelqu'un qui avait peur de tout. Cette compréhension m'a entièrement lavé de ma timidité. J'ai plus du tout ça. Ce qui est très impressionnant, justement, c'est ce rapport à la timidité. Et justement, tu le dis, et ça se voit pas, en fait. Mm. Parce qu'il y a vraiment une expression qui a l'air très relâchée et puis Mm. très claire. Et, je sais plus, c'est quel penseur qui avait dit que la peur qui était celle qui était au-delà de la peur de la mort, c'est la peur de parler en public. Et,
Et ben là, si c'est pas une preuve que ces enseignements permettent de se libérer quelque Mm. part, bah, je vois pas ce que c'est. Je veux dire, là, on a une représentation concrète de ce qui est possible avec la réalisation de qui on est. Donc, C'est- je tenais à le dire parce que c'est frappant. Tu peux pas savoir à quel point ce que tu dis, ça me parle. Parce que je vais ajouter quelque chose à ça. Et tu viens de me faire voir quelque chose en plus que je n'avais pas encore vu. J'étais timide dans toutes les situations de la vie. La pire, c'était de m'adresser à un inconnu qui ne savait pas qui j'étais. C'était impossible. Si l'autre ne sait pas qui je suis, je ne sais pas lui parler. La question, c'est qui je suis. Et ne sachant pas qui j'étais, je ne pouvais pas m'adresser aux gens. Par contre, il y a toujours eu un endroit où j'étais plutôt à l'aise. C'est quand les gens savaient qui j'étais, et là, je pouvais parler. Par exemple, quand je présentais mes films. Cette timidité avait tendance à disparaître parce que j'arrivais devant la scène, les gens savaient que j'étais le réalisateur, ils savaient qui j'étais. Et tu vois, tu es en train de me dire que au moment où j'ai su qui j'étais vraiment, j'ai été capable de me mettre devant la caméra et de parler. C'est drôle, ça. C'est exactement ça, en fait. Parce qu'autrement, en plus, ma compagne, elle est youtubeuse. Elle se mettait à l'image. Elle s'est fait connaître justement en étant comme ça à l'image. Et moi, à chaque fois, je me disais, putain, je pourrais jamais faire ça. Me mettre devant tout le monde, aller parler, que les gens voient ma gueule, me jugent. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Et en même temps, je m'encourageais parce qu'elle était particulièrement douée pour faire ça. Et ben voilà, il a fallu attendre que je sache qui je suis. Et sachant qui je suis, je pense que quelque chose s'est passé et a rendu la chose possible. Alors qu'avant, j'étais enfermé dans mon ego et j'étais dans le futur et j'étais dans les gens qui me jugeaient et puis je me jugeais moi-même, je me Mm. détestais quoi. Il y a quelque chose qui pouvait pas être. L'idée d'avoir des heures de moi et de faire du montage avec ma tronche, en plus en gros plan, t'as vu comment je me cadre, enfin tu vois, Ouais. c'était Ah, pas possible. le cadre est impressionnant parce que c'est très proche, donc il y a aussi quelque chose qui passe avec ça, je trouve. Euh, il y a un vrai partage, quoi. Donc, moi, je trouve C'était ça. ouais, c'était un peu volontaire ça aussi. Je voulais que on voit ce qui se passe puisque comme j'improvise, je veux qu'on voit ce qui se passe et qu'on et puis c'était jouer le jeu de l'authenticité, mais vraiment quoi. Je dis pas ça parce que tu vois, je l'ai vu chez les autres, je voulais faire pareil. Voilà. Mm. Et si ça marcherait pas, bah ça marche pas. Voilà. Et si ça parle pas aux gens, bah ça parle pas aux gens, c'est pas grave. Il faut que je fasse ça. Es muss sein. Quelque Mm. chose doit avoir lieu, tu vois. Et ça m'a donné énormément de grounding, on dit en anglais, mais je me suis dit, je peux faire ça, ça va. C'est juste, quoi. Je sais pas comment dire autrement. C'est juste. Et donc, au fur et à mesure des épisodes, je me suis laissé guider par l'inspiration. Je faisais un programme de. Pendant ce temps-là, j'ai fait 6 mois de formation pour devenir coach avec la même Rohini Ross et son mari Angus. Ça me permettait d'avoir un petit peu de, tu vois, des points de référence aussi sur ce qu'on partageait à ce moment-là. Et puis, j'ai fait une retraite Vipassana au milieu, j'en parle. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, moi, c'est le moment de parler des 3 principes, puisque c'est ça qui t'a mis là. Donc, je me suis mis à parler des 3 principes. Mais j'ai attendu que ça vienne, en fait. J'ai pas forcé le truc en me disant je vais attaquer avec le Sydney Banks et tout ça. Et puis après les 3 principes, bah, évidemment la non-dualité. Puisqu'en fait, Ouais. c'est ça. Et c'est là, quand j'ai commencé à parler de non-dualité, que j'ai commencé à avoir YouTube qui me proposait, c'était dans les titres, alors YouTube me proposait des trucs non-dualité, alors que jusqu'ici, je croyais que j'étais tout seul. Ouais. Et un jour, j'ai parlé avec Emmanuel, que tu as invité très récemment, Emmanuel Herrera, et elle me dit, mais tu tombes de la lune, toi, attends, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui font de la non-dualité en France, mais tu rigoles, quoi. Et je me suis dit, mais génial! Moi, je connaissais Francis Lucille, Jean Klein. Ouais, ça va, c'est pas. C'est pas les pires, mais je connaissais que ça. Un peu Éric Barret, mais c'était pas trop mon truc. Je l'ai interviewé d'ailleurs. Ouais. Et il est très juste, hein. Mhm. C'est juste que c'est pas la forme qui Il y a pas de m'attire. Je suis concession. interlocuteur, Il fait pas de concession. c'est ça. Je fais pas de concession.
mais je crois que Jean Klein n'en faisait pas non plus. Et puis Mhm. j'ai eu l'honneur de rencontrer Francis Lucille l'année dernière parce qu'il est venu faire à Paris une retraite. Et j'étais là et j'ai vu un personnage qui fait pas de concessions et qui même parfois apparaît très très humain. Ah Et, oui, ah oui. d'humanité, pas forcément comme on l'imagine de la part tu sais, quand on projette et qu'on se Mhm. fait toujours des images de sainteté, ben c'est pas un saint. Je- j'ai assisté à quelque chose, je me suis dit, waouh, eh ben dis donc. Ah ben, Et en même temps, je me c'est disais, rassurant. c'est C'est rassurant, voilà, rassurant. exactement. C'est des humains, quoi. Et du coup, il a presque gagné dans mon estime d'avoir été aussi bassement humain devant nous, quoi, quelque part. Et, mais donc, je connaissais pas, et évidemment, je te connaissais pas, c'est Emmanuel qui m'a dirigé sur ta chaîne. Quand j'ai découvert ta chaîne, j'ai découvert plein de monde, et je me dis, mais c'est Mhm. génial. Sauf que c'est dans la non-dualité, et que moi, avec mes trois principes, bah, je suis un peu tout seul, hein. Mais c'est vrai, encore une fois, donc j'ai regardé, alors j'ai un peu binge-watché tes vidéos. Je dois avouer que j'ai pas fait grand-chose d'autre ces derniers jours. Wow. Et, c'est quand tu passes à ce sujet des trois principes, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand même, je veux dire, je connais. Pourtant, voilà. Ouais, Mais là, vraiment, mais on en parlera après. Et justement, sûr. pour parler un peu de ce qu'il y a sur ta chaîne, sur ton podcast. Donc, globalement, moi, j'ai isolé quatre thèmes que je trouve très intéressants. Et le premier, qui est pas forcément celui par lequel on commence le chemin, pas toujours en tout cas, c'est celui de l'absence de libre arbitre. Hmm. Hmm. Et c'est un thème qui est quand même assez Ah, irritant, on va dire, eh un peu oui. Ah oui. déstabilisant et pas facile bah, de démarrer donc un propos sur allons-y, vous n'avez pas de libre arbitre. Est-ce que tu pourrais exposer un petit peu ton approche de ça? C'est marrant parce que j'ai regardé un épisode, je crois que c'est avec Didier Weiss. Je suis pas sûr que c'est avec lui, mais à un moment vers la fin, tu lui poses une question, tu lui dis par quoi tu peux éveiller les gens, et il commence par ça, il dit c'est le libre arbitre. Oui, il rappelle la méthode de Ramage Balsekar C'est sur ça, le fait exactement. de se rappeler un moment et de voir si effectivement on a le choix ou pas de Ouais, faire ce qu'on a fait. voilà. Moi, c'est un sujet qui me travaille depuis très très longtemps, depuis que je suis enfant en fait. J'ai jamais eu l'impression d'avoir du libre arbitre. J'ai jamais eu l'impression de choisir ce que je faisais. Et comme je vivais dans une famille très catholique et très sur la religion, mais une certaine forme de religion, parce que tu vois, moi j'en ai conçu quand j'étais enfant le fait que Dieu c'était Big Brother. Il me voyait partout où j'allais et surtout, il me jugeait tout le temps. Et si je faisais quelque chose de mal, il allait me punir d'une manière ou d'une autre. Et la punition que j'attendais comme l'horreur absolue, c'était il allait tuer mes parents. Donc tu vois comment j'ai bien capté la religion et le côté solaire de la religion. Pour moi, c'était ça, c'était noir. Et l'idée du libre arbitre là-dedans, très petit, je m'étais aperçu que parce que justement, quand je regardais dans la glace, je voyais un garçon et que je me sentais fille, il y avait déjà quelque chose que j'avais pas choisi là. Et que j'avais pas choisi ma tête, j'avais pas choisi mes oreilles, mes cheveux, mes yeux, j'avais pas choisi de parler français, d'être né en France, j'avais pas choisi mes parents, j'avais pas choisi d'avoir un frère avec lequel je m'entendais pas, et puis une sœur avec qui je m'entendais, mais bon, etc., etc. J'avais rien choisi. Donc je me posais des questions sur c'est quoi mon choix? Qu'est-ce que je peux vraiment choisir? Et on n'arrêtait pas de me dire, mais si, justement, pour avoir le maximum de choix, il faut par exemple que tu fasses des études. Et moi, j'aurais eu envie de faire des études de cinéma et mes parents m'ont dit, bah non, non, tu vas faire plutôt du commerce parce que ça t'ouvrira toutes les portes. Parce que le cinéma, il n'y a pas d'artiste dans la famille, tu connais rien, on vit en province, en plus, tu n'as pas l'air d'aimer le cinéma tant que ça. C'est pas une idée que tu as dans la tête. Ouais. Et donc, j'ai fait une école de commerce, j'ai vraiment pas choisi, j'ai détesté ça. À la fin, j'ai un peu donné le diplôme à mes parents, ils l'avaient payé très cher. Mes pauvres parents qui ont fait ça vraiment pour mon bien, je le sais bien. Et puis je suis parti dans le cinéma, j'ai servi des cafés pour commencer, et puis j'ai monté en autodidacte, tu vois. Mais
je me rendais compte à quel point je ne choisissais rien. Par exemple, je voyais bien que j'aimais de la musique. Par exemple, la musique a été très importante très tôt dans ma vie. Pourquoi j'aimais les Beatles? Pourquoi je détestais Bach? Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Et je me rendais compte que je ne savais pas. Et je me demandais, c'était toujours la question pourquoi je suis moi, c'est pourquoi j'aime ça. Et à partir de là, je sais que ces questions autour du libre arbitre, elles m'ont travaillé. Puis un jour, je suis tombé sur Samaris, qui a écrit un livre qui s'appelle Free, où il décortique, et d'ailleurs c'est lui que j'utilise dans le podcast comme un peu le fil rouge, il nous démonte le truc, quoi. Et pourtant, Samaris, c'est un matérialiste, hein. Mais il nous démonte le libre arbitre d'une manière magistrale. Moi, dans l'épisode 15, je m'en souviens parce qu'il me marque celui-là, qui s'appelle Travaux pratiques, Mhm. tu peux faire un exercice de libre arbitre. On va voir, alors je ne vais pas spoiler là, mais on peut faire cet exercice. Et si on examine précisément notre vie, mais qu'est-ce qu'on a choisi? Et même là, tout de suite, est-ce que je suis en train de choisir les mots que je te dis? Je ne sais même pas, je ne sais pas comment ça sort. Et donc, quand j'ai rencontré cette compréhension, quand j'ai écouté Pierre Léré me parler du libre arbitre ou d'autres et rigoler avec ça, je me suis dit, mais ça y est, je suis à la maison. Enfin, j'ai trouvé des gens qui comprennent la même chose que moi. Bien sûr qu'on n'a pas de libre arbitre. On a on a l'impression, il semble que ce soit important qu'on ait l'impression d'en avoir. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Il a l'air important que nous, là, ces corps-esprits, on ait la sensation qu'on a la possibilité de faire des choix. Et c'est sans doute pour une raison. Mais si on examine et si on se rend compte à quel point tout ce qu'on fait, c'est une chaîne de causalité, c'est des causes et des effets, et si on le regarde de l'endroit où on sait qui on est, c'est-à-dire non pas ce personnage, mais celui qui l'observe, ceux qui l'observent, pas celui, ceux qui observent, ce qui est là, ce qui est, je suis. Celui-là, il a tout le libre arbitre du monde, il est la totalité de tout. Il peut faire tout ce qu'il veut, celui-là. Mais celui-là, là, comment ça se fait que je t'ai rencontré? Comment ça se fait que ça t'a plu, mes trucs? Pourquoi est-ce que tu... Comme dit Didier Weiss, complot cosmique? C'est rien, 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 rien. Et c'est beau de le voir, et j'essaye d'expliquer aux gens à quel point c'est un soulagement infini de se rendre compte que nous sommes vécus par la vie. C'est la vie qui nous vit, et la vie, elle fait de nous ce qu'elle veut. Elle n'a pas de plan, la vie. C'est juste des effets de causalité. C'est le karma, certains diront. Ça crée des chocs sans arrêt, et on ne sait pas ce qui va se passer dans le moment d'après. Et c'est ça qui est sublime. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est la merveille qu'est cette vie, c'est ça, c'est qu'on peut pas, le script n'est pas écrit d'avance et on ne peut pas choisir. Mais on peut avoir l'impression de le faire, et c'est vrai qu'il y a des gens, et ça signe, c'est la signature de l'ego. Le libre arbitre, c'est la signature de l'ego. Pour moi, c'est l'ego qui dit attends, 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 attends. C'est moi qui ai fait ça. Ludovic, je suis très heureux que tu aimes mon podcast parce que j'ai fait tout. Chaque mot, je l'ai pesé, tu sais. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. C'est un Et peu les grands, l'inspecteur des travaux finis, quoi. ils savent, les grands artistes. Je veux dire, bah, qui sait qu'il écrit sous la dictée de, entre guillemets, Dieu? Roger Federer, il sait que c'est pas lui qui joue son coup. Bien sûr qu'il faut qu'il s'entraîne. Je parle d'Albert Einstein, il dit, bah, si Einstein il a trouvé E égale MC2, c'est parce que il s'est entraîné à devenir un physicien et parce qu'il maîtrisait les concepts. S'il ne les avait pas maîtrisés, il n'aurait pas pu trouver ça. Mais au moment où il le trouve, est-ce que c'est lui qui trouve? Insight, un truc qui vient de l'intérieur apparaît, et la forme reconnaît ça comme étant la vérité. Ah bah tiens, c'est ça. Magnifique. Le jour où j'ai vu ça, un poids de 20 tonnes s'est soulevé de mes épaules. Voilà, le libre arbitre. Et c'est vraiment une porte d'entrée très audacieuse, je trouve, de, d'aller de la... C'est déjà, en abordant le libre arbitre, c'est enlever une des fondations de l'illusion Absolument. de séparation. Et ça peut être assez... Ah ben, il y a plein de gens que ça choque, hein. ouais, Moi, je me ouais. suis fait
des ennemis, si on peut dire. J'avais en particulier une amie on se parle plus beaucoup parce que elle est mais cabrée contre ça. Elle me dit mais n'importe quoi. Évidemment qu'on a le libre arbitre. Et puis la question de la responsabilité, tout ça, je l'aborde dans le podcast. Ben Mmh. alors, personne n'est responsable de rien. Et c'est là où il y a un problème de compréhension. Mais nous, entre nous, je pense on est entièrement d'accord tous les deux là-dessus. Donc, du coup, on peut le regarder avec légèreté. Mais il y a des gens que ça braque et que ça braque vraiment violemment. Enfin, ils se sentent insultés, ils se sentent négligés, ils pensent qu'on se moque d'eux, en fait. Mmh. Et moi, je les prends dans mes bras et je leur dis, mais un jour, tu verras peut-être, et peut-être pas, c'est pas grave. Mais de ce côté-là, je suis inébranlable sur mes bases. Je sais que je ne choisis pas. Enfin, je choisis pas et toi, tu choisis pas non plus de ne pas aimer ce que je te dis. Mmh. Et ça, il déteste. Ça, il déteste. Comment ça? Mais si, c'est mon point de vue. Bah, je dis, ben non, la preuve, choisis d'aimer. Je joue à ça avec maman qui a 87 ans. De temps en temps, je lui dis, parce qu'elle me parle du bien et du mal, et je lui dis, bon, tu es dans le bien, essaye de faire le mal, choisis le mal, tiens, pour une fois, puisque tu as du libre arbitre, tu peux choisir. Ah ben non. Je dis, bah alors les méchants, tu crois qu'ils choisissent Pourquoi ils ne veulent pas choisir le bien? Toi, tu es la bonne qui veut. Tu ne peux pas choisir le mal. Même pour jouer, tu ne peux pas le choisir. Ah oui, mais non, 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 non. Les gens méchants choisissent d'être méchants. D'accord, bah, nous voilà bien. C'est amusant. C'est amusant quand on est de ce côté-là, en fait, parce qu'on se dit, bon, c'est pas grave, quoi. Chacun est sur son chemin, chacun cherche. Au bout du compte, c'est quand même l'amour, hein. Il y a de l'amour. Donc, au bout du compte, je peux faire rentrer tout le monde dans l'amour. Ça va. Ouais, la réalisation de l'absence de libre arbitre, c'est surtout ça. J'ai l'impression, c'est son rapport à- au jugement même, par rapport aux Voilà, autres, c'est ça. c'est la porte ouverte à la compassion, en fait. C'est exactement. C'est exactement ça. La porte ouverte à la compassion, l'absence de jugement, et ça n'enlève rien à la responsabilité sur le terrain social, sur le terrain des règles communes. C'est pas parce que tu n'as pas de libre arbitre, si tu fais un truc pas possible que la société a raison de réprouver, bah, il faut qu'on trouve une solution pour te mettre à l'écart. Parce que c'est pas possible. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais imagine la justice sans la présomption du libre arbitre, mais ce serait autre chose. Mm. Ce serait tout. On punirait pas les gens en prétendant qu'ils ont décidé d'être comme ils sont. On ferait autrement. On Mm. essaierait de les ouvrir. Ce serait autre chose. C'est pas ce qui se passe. Il faut croire que c'est la manière dont Zat se déploie sous nos yeux comme ça. Pourquoi ce serait pas parfait finalement? Mais on est là pour essayer de partager qu'il y a peut-être moyen pour soi de voir les choses autrement et d'être moins braqué et d'être moins révolté et du coup de souffrir moins. C'est ça le message en fait, je crois. Tu parlais du mot insight. Tu as évoqué ce mot qui est difficilement, que tu dis dans ton podcast notamment, que c'est difficilement traduisible. Ah Ouais, oui, ça se dit comme ça. Et, donc, ça me fait une très belle transition pour ma prochaine question par rapport au Vipassana, parce que c'est Vipassana, Insight, la méditation Vipassana, c'est Insight Meditation en anglais. oui, Et tu évoquais ça également, et tu l'évoques dans ton podcast. Et donc, il y a un certain nombre d'épisodes qui sont consacrés à la méditation Vipassana, ce qui, moi, me plaît particulièrement, surtout pour quelqu'un qui a découvert la non-dualité, parce que ça peut être considéré comme antinomique par certains ou incompatible. Après, il y a des luttes intestines selon les différentes traditions et même dans le bouddhisme, il y a un certain bouddhisme non duel et un bouddhisme plutôt, entre guillemets, dualiste et le vipassana, en tout cas tel qu'enseigné par le bouddhisme ancien, le bouddhisme Theravada, est oui, plutôt considéré comme une pratique dualiste. oui, Ce qui est une vision, je pense, un peu naïve des choses, un peu même une vision de quelqu'un qui ne connaîtrait pas de l'intérieur, en fait, cette pratique. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ce que tu développes là-dessus
et ton expérience de retraite de 10 jours à Dabamaï Ouais. avec dans la tradition de Goenka qui est très très répandue en France en tout cas, notamment parce que c'est gratuit et Oui, c'est que ça. c'est voilà, même si certains peuvent trouver que c'est un peu dur, Ouais. mais est-ce que tu pourrais un petit peu euh, nous expliquer comment est-ce que tu as croisé cette tradition? Est-ce que comment s'est passée ta retraite? Et surtout, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu en retires? Et est-ce que c'est quelque chose qui t'accompagne encore? Oui. Alors, Vipassana, je l'ai découvert comme beaucoup de choses dans le couple que je formais avec ma compagne. Elle était à l'avant-garde et moi j'étais derrière et je couvrais ses arrières, si on peut dire, si on peut faire une image. Et en même temps, j'étais absolument fasciné et passionné par ce qu'elle faisait. Et elle a été la première à faire une retraite Vipassana parce qu'elle était attirée par tout. C'est elle qui était attirée par le LSD, c'est elle qui était attirée par les trois principes, c'est elle qui était attirée par Vipassana. Et je suivais ça avec intérêt et excitation. Et elle a fait une, voire deux retraites, je crois. Et à un moment, je me suis dit, c'était l'année dernière, j'avais commencé, non, j'avais pas commencé mon podcast quand je me suis inscrit, mais c'était plus ou moins en même temps. Je me suis dit, cette expérience-là, je l'ai pas faite. La méditation, je l'ai un peu mise de côté depuis que l'application de Sam, je l'utilise plus trop parce qu'en fait, je vois Mhm. pas très bien ce que ça fait, tu vois. Et je me suis dit, il faut que je m'immerge là-dedans. Plus l'immersion, ça fait partie aussi un peu de mon ADN, parce que quand je faisais des documentaires, je faisais aussi beaucoup de documentaires en immersion. C'est-à-dire, j'allais m'immerger dans une communauté pour essayer de sentir ce qui s'y passait et pour en ressortir la substantifique moelle. Et là, je me suis dit, j'ai besoin de ça. En plus, que je vivais à l'échelon personnel semblait être en accord avec cette idée d'aller s'isoler, de couper. En plus, j'étais dans une période de boulot intense, je faisais la formation, enfin bref. Je me suis inscrit, puis j'ai été pris parce qu'il y a un tirage au sort, hein, ils sont Oui. débordés, donc j'ai eu la chance d'être pris. Et je me suis retrouvé là-bas, et en deux mots, parce que je le partage en grande largeur dans le podcast, mais en deux mots, les premières heures et les premiers jours ont été infernaux, vraiment infernaux. Je me suis demandé ce que je faisais là, j'étais incapable de faire ce qu'on me demandait de faire. J'écoutais la voix du français qui traduit Goenka et qui me disait de me concentrer sur la respiration. Bon, j'avais lu Yoga de Emmanuel Carrère aussi, qui en Mhm. parle un peu en détail. Ça m'a fait penser à son expérience aussi d'écouter ton podcast. Et ça m'a fait penser à tout ce passage où il raconte son expérience avortée C'est ça, euh, de de Vipassana, Vipassana. ouais. 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 Et moi, j'ai vécu ça. Bon, moi, je ne l'ai pas avorté. J'ai eu la chance de le faire jusqu'au bout. Simplement, tout ce que je peux dire, c'est que ça a été vraiment un parcours du combattant, vraiment, avec des moments très très durs, des moments où on se demande si on est à la limite de la folie. Et ça, vraiment, c'est ce que j'ai expérimenté, parce que en même temps, comme je vivais cette situation de séparation qui semblait de plus en plus être la réalité de ce que je devais traverser, il y avait une énorme résistance. Et du coup, j'étais dans ce maelstrom mental et je n'arrivais pas à me concentrer sur ma respiration. Et puis quand au quatrième jour, il nous raconte ce que c'est que Vipassana et c'est juste un scan corporel, c'est vrai que je me suis dit, mais on se fout de ma gueule, quoi. C'est tout. Mais ça, je le faisais déjà avec mes premiers clients, tu vois, on va commencer la séance en faisant un scan, comment on se sent dans le corps et tout. Je dis, c'est juste ça. Parce que j'avais oublié ce que ma femme m'avait raconté, en fait, et qu'elle avait partagé, elle aussi, d'ailleurs, sur les réseaux. Et j'avais vraiment oublié ça. Et donc, je me suis laissé perdre complètement. Et puis, c'est tout à fait à la fin que j'ai commencé à être capable de faire ce qu'on me demandait. Et à un moment que j'ai vécu ce truc, le free flow, là, ce qu'ils appellent le free flow en anglais, et qui a été vraiment un moment incroyable, où je me suis dit, tiens, j'ai pris des champis, j'avais rien pris. Et j'avais tout le corps qui vibrait sur toute la surface. Et je me suis dit, ah, là, peut-être que j'ai touché quelque chose. Et j'ai croisé ça avec ce que je savais de la non-dualité, ce que je savais des trois principes. Au point d'en faire un séminaire, d'ailleurs, j'ai fait un webinaire pour mes collègues, mais aussi pour tout le monde, puisque je l'ai mis aussi sur mon podcast, où j'ai croisé les deux, où j'ai dit, mais c'est parfaitement compatible, en fait. Les deux disent la même chose. Et moi, je ne vois pas le côté duel de... Si on... En fait, en plus, je m'en fiche un peu. J'avoue que les concepts, tu vois, les écoles, les castes,
je comprends très bien que quand on est passionné par un truc, on a envie de défendre un peu la chose qui nous passionne, mais en même temps, pour moi, tout ça, c'est transcendant. Et c'est dans la transcendance et c'est dans l'œcuménisme vraiment que se trouve pour moi pour moi, la vérité des choses. Et j'ai donc entendu dans le discours de Goenka, parce que on a quand même droit à 1 heure de discours tous les soirs, et quel discours! C'est assez magnifique ce qu'il partage. Moi, j'ai pris 90% de ce qu'il partage. En plus, il m'a dit, s'il y a 10% qui t'emmerdent, jette-les. Ben, je les ai jetés. C'est lui qui dit, en plus, s'il nous le dit de faire ça. Il dit, tu viens avec ta tradition, s'il y a des choses qui te choquent, ben, tu ne prends pas ce que je te dis. Je trouve ça magnifique, les gens qui me disent ça. Parce que je me dis, bon, ben voilà, ils n'ont rien à me vendre. Ils ont juste à m'aider. Ils me tendent la main. Et ça, c'est formidable. Et donc, je suis sorti de cette expérience de Vipassana avec l'envie de la partager aussi, et puis avec l'envie de pratiquer pour voir ce que ça allait donner. Et je peux dire que dans l'expérience et dans l'épreuve que j'étais en train de traverser au plan personnel, les 2 voire 3 mois de méditation quotidienne que j'ai fait m'ont énormément aidé parce que ça calmait le noise. À un moment, je le fais, je fais Mhm. c'est ça, ces pensées qui n'arrêtent pas, qui te bombardent et tout, et dont tu sors pas et qui t'emmènent dans une espèce de tourbillon dont tu peux pas sortir. Ça m'a quand même vachement, tu vois, calmé. Ça n'a pas suffi, mais ça m'a calmé et c'est venu comme enrichir, augmenter l'expérience que je faisais par ailleurs, les lectures, le coaching. Vraiment, pour moi, c'est comme des briques qui s'assemblent et qui finissent par faire ce que j'appelle ma maison. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai un peu lâché sur la méditation, mais c'est comme la porte du jardin, si tu veux, elle est là, je sais qu'elle est là, la porte, et si je veux la franchir, je peux. Si après notre conversation, j'ai envie d'aller méditer, je peux aller méditer. Et je ne m'impose pas une discipline de fer comme celle que nous propose Goenka à la fin, c'est-à-dire 1 heure le matin, 1 heure le soir. Je n'ai pas les moyens de m'imposer ça, vraiment. Puis j'en ressens pas forcément aujourd'hui la nécessité absolue. Donc, je me laisse guider par la sagesse, ce que ça me dit ici, et puis j'essaye de suivre ce que ça me dit, puis voilà. Mais j'ai cet outil-là en plus, si tu veux, dans ma besace, quoi. Et je trouve que c'est un outil magnifique. Et je le recommande pas universellement. Je pense que c'est pas pour tout le monde. C'est exactement comme tout. Il n'y a rien qui soit pour tout le monde, mais je pense que ça peut être quand même. Et puis, c'est gratuit, bon sang. Tu te rends compte la chance qu'on a. C'est Tu peux sûr y que aller si t'es pas un rond, quoi. tout ce que ça coûte, c'est 10 jours. Et ça, il faut les avoir. Ah bah Donc, oui. Ben oui, il a fallu que je fasse un trou dans mon agenda et je l'ai fait au marteau-piqueur, hein, je peux te dire. Mais bon, il y a des gens pour qui c'est moins problématique, ou c'est plutôt l'argent qui pose problème. Et peut-être même l'argent pour y aller, mais ça coûte quoi, je sais plus, l'aller-retour 60 balles, quelque chose comme ça. Et puis là-bas, tu es nourri, logé et bien logé en plus. Pendant 10 jours et tu fais cette expérience de retour sur l'intérieur de toi-même. Magique, quoi, c'est magnifique. Moi, je leur ai lâché tout ce que je pouvais parce que je trouvais que ça valait le coup et que tout ce que je pouvais aider, bah, ça valait la peine, quoi. Moi, j'aide beaucoup, hein. Donc, quand j'ai un réalisateur, un jour, il est riche, le lendemain, il est pauvre. Quand je suis riche, je me largue pas mal. Donc là, je me suis dit, bah non, bah, ça vaut le coup, quoi. C'est formidable. Ils ont envie d'ouvrir un deuxième centre là dans le sud de la France. Il faut qu'ils y arrivent, quoi. Il faut que tout le monde puisse avoir accès à ça sans tirage au sort. ouais. Mm. Pour revenir un petit peu sur le côté un peu difficile de l'expérience, c'est très lié à la méthode même de Goenka, hein, qui est une petite goutte, une méthode à part dans tout l'océan de ce qui existe dans le Vipassana, parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de le pratiquer. Mais je trouve que c'est vraiment un accès suffisamment simple et suffisamment alors, c'est peut-être pas facile à mettre en place, mais les instructions sont relativement simples pour que Simplissime. ça puisse, pour que ça puisse convenir à tout le monde, même si, effectivement, les témoignages peuvent être euh, assez difficiles à entendre parfois de personnes qui ont vraiment des difficultés parce que c'est clairement pas fait pour tout le monde. Je pense que l'avoir fait une fois, c'est déjà, je trouve ça très bien. Et puis, que tu sois allé au bout, et que tu en aies retiré quelque chose aussi. Et pas une aversion au processus,
Moi, Je je pense que pense quand même que la majorité des gens qui font ça n'en retirent pas une aversion. Enfin, ça arrive, hein. Il y a des gens qui sont vraiment qui sont très choqués. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même une formidable. C'est vachement bien d'étudier son truc, mm, la progressivité des choses, la manière dont il commence sur quelque chose de minuscule et puis il élargit, puis ensuite c'est tout le corps, et puis ensuite on a le droit de monter. Enfin, c'est d'une simplicité incroyable tout en étant d'une profondeur très grande. Et puis mm, surtout, il y a quand même des gens là-bas pour nous oui, accompagner. Alors, pas tous du même niveau. Ils ne sont pas tous forcément les gens dont on aurait besoin ou envie. Ça, c'est le hasard, hein. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un prof qui était quand même très, très chouette, très à l'écoute, et que je suis allé voir à la fin pour lui faire part de mon désarroi. Et je me suis un peu effondré devant lui parce que j'étais très, très mal. Et j'ai senti une empathie, un amour pas mm, possible. Et bah voilà, c'est ça ouais. qui se... C'est Parce ça qu'en qui... fait, peut-être ce qu'ils disent pas dans ce genre de retraite, et qui, je pense, qu'il serait utile de dire, c'est que c'est aussi un apprentissage de l'une des nobles vérités, c'est l'existence de la souffrance. Absolument. Et comme il n'y a plus aucune distraction, c'est-à-dire que même la lecture ou même le fait de se parfumer, moi, à l'époque, il y avait vraiment rien, enfin, c'était vraiment, il y avait rien d'autorisé. Et bah, du coup, tout, bah, il reste que ce qui sort comme ça. C'est ça. Et donc, voilà. Mais Exactement. moi, j'invite les personnes qui écoutent notre conversation à aller voir sur ton podcast le détail de ton aventure Vipassana parce que c'est quand même bien raconté et Mm. parce que tu sais vraiment bien raconter les histoires et je trouve que c'est très important pour transmettre quelque chose de savoir voilà raconter une histoire. Mm, mm. Et en parlant d'histoire, sans transition, je voudrais qu'on aborde les trois principes Ouais. de Sydney Banks parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est, enfin, j'en avais jamais du tout. Pourtant, même le monde anglo-saxon, enfin, il y a pas mal de choses qui m'ont inspiré moi, qui viennent du monde anglo-saxon, mais alors ça aucune idée de ce que c'était. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer et puis expliquer aux gens qui écoutent ce que c'est quoi ces trois principes et comment ça marche et à quoi ça sert? Mm. Alors, ça sert à rien, puisque Ok. c'est comme la gravité. Est-ce que tu dirais que la gravité, ça sert à quelque chose? Bah oui, ça sert quand même à ce que les choses tiennent au sol. Ça sert à ce que tes pieds touchent bien par terre. Ça sert à ce que on sache, en plus, on sait comment ça marche, la gravité. On a commencé à vraiment pouvoir faire des équations autour de la gravité, donc on peut envoyer des satellites, on peut imaginer pourquoi les planètes s'attirent, etc., se repoussent. Enfin, ce sont des principes. Là où c'est gonflé, c'est que ce sont des principes qui ne sont pas appliqués à l'horizontalité, c'est-à-dire à ce qu'observe la science en général, c'est-à-dire bon, la physique, les mathématiques, la matière, si on peut dire. Non, ce sont des principes qui s'appliquent à la verticalité, à la dimension psychologique de l'expérience humaine. Donc le truc qu'a osé Sydney Banks, et avec lui quelques psychologues américains surtout, c'est de dire on a découvert les principes de la psychologie humaine, comme on a découvert la gravité, comme Newton. Et Sydney Banks, il se pose quelque part un peu comme Newton pour la psychologie humaine. Il dit il y a trois principes qui génèrent notre expérience. Il y a le principe. Alors, en anglais, ça donne mind, consciousness et thought. Donc, ça veut dire mind, c'est l'esprit. Mais alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'esprit? Parce que nous, l'esprit, en français, mais en anglais aussi, hein, c'est pas clair, mind. Mhm, C'est pas si évident que ça. Bon, consciousness, on en a une petite idée, c'est bon, la mhm, conscience. Mais alors, quelle conscience? Est-ce que c'est l'attention? Et puis, thoughts, bah, c'est les pensées. Bon, ça, on voit à peu près. Les pensées, on voit à peu près. Et il dit ces trois principes s'appliquent à 100% tout le temps dans notre vie. Si on les voit, ça va mieux. Si on voit qu'il y a une intelligence derrière la vie qui est bien plus grande que nous, mais qui est ce que nous sommes, là on est dans la non-dualité. mhm, Il y a une intelligence qui soutient tout ça, qui est ça. C'est ce qui est. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes l'expression de ça. Rupert Spira, il dit on est une localisation
de la conscience universelle, infinie et illimitée. Et cette conscience pour prendre, cette conscience illimitée, pour prendre la mesure d'elle-même, elle passe par nous. Quelque part, c'est à ça que nous lui servons. On se sert nous-mêmes à se révéler à nous-mêmes. Voilà. C'est ça, mind. C'est l'intelligence, parce que c'est une intelligence. On le voit bien que c'est une intelligence. Je regarde le jardin, là, derrière la fenêtre, et je me dis, mais putain, il y a de l'intelligence à chaque millimètre. Il y a quelque chose qui se passe qui est complètement dingue. On peut appeler ça le hasard si on veut, mais n'empêche que le hasard, il est vachement intelligent pour avoir créé ça. Et pour avoir créé ça, et même à l'intérieur de moi, pour avoir créé mon ongle, c'est juste de dingue, quoi, ce qui se passe. Donc il y a cette intelligence, c'est ça, mind. Et ça n'a pas de forme. C'est sans forme. Donc là encore, on rejoint la non-dualité. Mais ça, c'est le principe numéro un. Principe numéro deux, la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est ce qui éclaire, c'est ce qui nous permet de voir qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Si on prend une métaphore, et je la prends c'est celle de Georges Pransky, mais c'est le projecteur. Il y a un projecteur avec des bobines de film à l'ancienne, il y a un cordon d'alimentation et il y a de l'énergie qui rentre. Ça, c'est mind, qui alimente ce projecteur. La conscience, c'est la lampe, c'est la lumière. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette lumière? Elle projette sur l'écran ce qu'il y a sur le film. Et ce qu'il y a sur le film, ce sont nos pensées. C'est aussi simple que ça. Et le film, c'est la réalité de notre expérience. Et si on ne voit pas que c'est comme ça que ça se passe, ben on est complètement immergé dans le film, on se prend pour un personnage du film et on souffre. Parce que dans le film, ben, c'est un film. Et le script, il est écrit avec des hauts et des bas, etc. Donc, on ne fait pas que souffrir, on expérimente. Mais on ne voit pas si on ne voit pas que c'est un projecteur qui projette le film des pensées, on n'a pas accès à la réalité, à la vérité de ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est tout ça qui s'observe lui-même. Il y a une autre métaphore qui dit ce que nous sommes, c'est l'écran. Et quand il n'y a pas de film projeté sur l'écran, bah, l'écran est toujours là. Alors que s'il n'y a pas d'écran, le film ne peut pas être projeté. Donc, ce sont des concepts d'une simplicité absolue qui décrivent la réalité de notre expérience. Et donc, en psychologie, si on utilise ces trois principes et qu'on les pose d'emblée devant un client qui vient nous voir parce qu'il a des tas de problèmes dans sa vie, parce que rien ne va, on lui dit juste, OK, alors, il y a tes histoires, ça c'est le film. Moi, je voudrais parler à ce que tu es vraiment. Et ce que tu es vraiment, c'est une intelligence incroyable, infinie et immaculée, qui n'est pas cassée, qui n'est pas abîmée par rien. Ce que tu es, c'est magnifique et c'est la santé même. C'est ça que tu es. On va essayer d'aller chercher ça et je vais essayer de te montrer que c'est ça que tu es. Plutôt que d'écouter tes histoires et d'essayer de les débrouiller et tout, parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter des pages au script de ta vie, on va compliquer avec des intrigues et des machins qui sont l'intrigue avec le psy. Non, la réalité, elle est infiniment plus simple que ça. Et c'est pour ça qu'au tout début de son enseignement, Sydney Banks parlait de health realization, réaliser sa santé. Et sa santé, c'est le soi de la non-dualité, c'est le that, santé absolue, parfaite, on est l'univers entier, sans forme, qui prend juste conscience de lui-même à travers l'expérience que nous vivons, à travers le temps, l'espace et la matière. Quand on le voit, ça, on peut continuer sa vie, mais on a fait une espèce de bascule à 180 degrés, et au lieu d'être dans la peur de la mort, oh, mon Dieu, la mort, ben non, on est une vague dans l'océan, ben on sera toujours l'océan. Alors, à un moment, il y a une vague, puis à un moment, il y a une autre vague, puis à un moment, il y a une autre vague, puis c'est tout. C'est tout. Et ça, ou alors comme Bernardo Castro en parle, et dans ton podcast, tu sais, cette histoire du tourbillon, je trouve que c'est une métaphore magnifique. Ou la corde, enfin, il y a la vibration, quoi, il y a quelque chose. Et les trois principes, c'est juste un container de compréhension qui marche très bien dans le monde anglo-saxon. Il y a des centaines de praticiens des trois principes qui aident les gens, qui coachent les gens sur la base de ça. Il y a des leaders comme Michael Neal. Si tu tapes Michael Neal, tu vas voir, il y a 100 000 entrées sur Internet.
si tu cherches des gens comme Steve Chandler il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Amy Johnson, je ne vais pas te faire la liste, il y en a plein. Moi, j'en ai écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le lien, là encore, c'est là où l'œcuménisme, si tu veux, pour moi, le lien, il est tellement évident. Je me suis dit à un moment, bah oui, apparemment, personne n'a entendu parler de ça en France, sans doute parce que l'esprit français, la langue française nous enferme dans un certain nombre de concepts et que peut-être c'est difficile tu vois, de prendre les trois principes en anglais et de les passer en français. Mais résultat des courses, tu vois, je viens de finir la traduction d'un des bouquins les plus importants de Sydney Banks. J'espère qu'elle va être publiée en français. Mhm. Je me mets à... Là, pour l'instant, je partage le texte avec mes amis, les trois principes, justement, pour qu'ils ils regardent. Parce qu'on est quand même une toute petite communauté, une dizaine de personnes qui connaissons les trois principes francophones. Yes. Et donc voilà, je vais essayer avec mes petits bras En plus, oui, c'est un angle intéressant pour moi, tu vois. Je trouve on va voir si ça parle aux gens ou pas, mais c'est un angle intéressant à creuser, moi, je trouve. Je pense que oui, je pense que ça peut parler. Justement, j'ai une question là-dessus, parce que là, on parle de principe. Ouais. Et est-ce que donc il y a des coachs? Donc j'imagine qu'il y a des exercices ou oui, des exercices ou des applications pratiques de comment est-ce que on peut réaliser entre guillemets ces principes au-delà même d'une compréhension intellectuelle parce que effectivement on peut se dire oui oui c'est très juste bon j'ai compris intellectuellement mais pour que ça change la vie Hmm. est-ce qu'il y a une méthodologie derrière? Eh ben non, il n'y a Ah, pas de méthodologie, il n'y a pas d'exercice. À chaque fois qu'il y a des exercices, ce sont les exercices de la non-dualité. mm, C'est-à-dire qu'on en revient à, par exemple, il y a un des partageurs de trois principes qui a fait un petit bouquin qui s'appelle Soft Style Awakening, donc un peu comme moi, quoi, en douceur. mhm, Et qu'est-ce qu'il utilise? Bah, il utilise en gros la vision sans tête de Douglas Harding d'un côté, et puis il dit quand tu nais, est-ce qu'il y a déjà mm. il y a un Oui. exercice marrant à faire. Tu sais, quand tu es né, toi, Ludovic, est-ce que tu étais déjà un Ludovic? Ben non. Et on cherche l'histoire, on voit comment tu es une histoire. Tu es une histoire pour toi-même et tu es une histoire pour tes parents, c'est une histoire pour tes amis, tu es une histoire pour tes ennemis. Mais en fait, si on cherche qui tu es, on ne te trouve pas. Et pourquoi on ne te trouve pas? Parce que ces histoires, ce ne sont que des pensées. Donc, ce sont des images du film. Mm, C'est pas la réalité de ce que tu es. Toi, ce que tu es, c'est l'écran, c'est la totalité, c'est la non-forme. Et donc, derrière les trois principes, tu vas voir la non-dualité arriver. Donc, je dirais que les gens qui ont déjà la non-dualité n'ont pas besoin des trois principes. Les trois principes, ils sont plutôt, enfin, mon intuition, ce que j'ai vu aux États-Unis et en Angleterre à travers toutes les recherches que j'ai faites. Et Sydney Banks, il est apparu en 73, il a commencé à faire des émules en 76, 77, donc ça fait un bout de temps que c'est là quand même, tu vois. mm. Il y a des centaines de bouquins sur les trois principes en anglais, hein. Il y en a, dès que tu commences à taper Three Principles, tu vas voir, il y a des trucs dans tous les sens, y compris des charlatans, comme d'habitude, hein. Et Ah tout bah le il en monde, faut, il en faut. il en faut, sinon, voilà. Il faut un plus, il faut un moins, donc forcément, il faut de l'équilibre. Donc voilà, mais tu peux faire un peu le tri, tu sais, c'est assez Mm, facile quand tu as compris que c'était la non-dualité qui était derrière. Mais pour l'amener à des gens qui sont pas du tout, du tout, du tout, moi, ça a été mon cas, c'est mon histoire. Moi, j'ai découvert la non-dualité à travers les trois principes. mhm, Donc ça veut dire que ça marche, quelque part, tu vois. Il y a quelque chose qui fonctionne, en tout cas au moins pour des profils comme le mien. On n'est peut-être pas des centaines à être comme moi, mais c'est quelque chose qui fonctionne. J'ai senti qu'il se passait quelque chose par rapport à ça. Mind, consciousness, thought, à partir du moment où tu commences à voir dans chaque instant de ta vie que ta réalité, tu la crées avec tes pensées, parce que c'est ça le message des trois principes. Tous les exercices que je vais pouvoir te faire faire, c'est te démontrer que tu ne cesses pas de créer ta réalité avec tes pensées et que tu n'es pas tes pensées. Mais c'est le message de la non-dualité. mm, Simplement, en non-dualité, si j'en parle à ma mère, alors que si je lui dis, tu sais, il y aurait trois principes dans la psychologie humaine, puis c'est comme la gravité, bah, ça peut être une méthode, tu vois. Donc, c'est un outil, c'est comme je disais tout à l'heure avec le Vipassana, c'est un outil de plus dans la boîte à outils
pour aider les gens à essayer de les amener vers qui ils sont. C'est rien d'autre, c'est un outil. Voilà. Et quand on découvre un peu plus en profondeur Sydney Banks, le personnage est très attachant, très touchant. Il a laissé un grand nombre de vidéos, de cassettes, d'audio. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Il a un accent écossais à couper au couteau, il roule les airs. Parfois, tu comprends même pas ce qu'il dit. Mais c'est un très beau personnage qui dégage un espèce qui dégage l'éveil, mais comme ceux qu'on préfère, si tu veux. Et l'amour, etc. Bah, pourquoi pas, tu vois. C'est une porte d'entrée de plus dans cette compréhension. C'est une marche pour élever son niveau de conscience. Il parle beaucoup de ça, Cinemax, des niveaux de conscience. Donc moi, je me dis, bah ouais, ça vaut peut-être le coup d'apporter ça au public Mhm. francophone, puis de voir s'il se passe quelque chose. Peut-être qu'il se passera rien. Moi, je me sens autant chez moi avec les gens des trois principes qu'avec vous, tu vois, enfin avec Mhm. vous, mais avec les gens de la non-dualité. Mais un truc quand même, il n'y a rien de l'ordre de l'ésotérisme dans les trois principes. Il n'y a rien qui va vers des trucs qui, moi, m'empêchaient vraiment d'aller vers la non-dualité, que je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça à l'époque, mais il y a une vidéo, je te partage ça, il y a une vidéo d'Emmanuel Herrera où elle parle des Arcturiens, des petits gris, des autres mondes qu'elle voit Mhm. quand elle plonge à l'intérieur d'elle-même, des plans subtils. Moi, ça, je ne pouvais pas. Quand Pierre Léré-Guillemets explique qu'il passe dans une pièce et que ça change la chaîne sur la télévision tellement il a d'énergie qui dégage, moi, je suis là comme. C'est comme si tu sais, je me retrouve à la messe et on me raconte que Jésus marchait sur les eaux. Je dis, bah, ok. C'est amusant que tu dises ça parce que en réalité, moi, je viens plutôt du bouddhisme hein, Ouais, dans l'approche. Et sur le chemin vers l'éveil, il y a une étape qu'on appelle récolter les fruits avant la réalisation. ouais, Ça s'appelle exactement comme ça. C'est un moment où on commence à développer ce qui pourrait être considéré comme des choses un peu extrasensorielles, ouais, un peu, qui pourraient être c'est ça. considérées comme magiques. Peu importe ce que c'est, est-ce que c'est des visions, est-ce que c'est vraiment des choses, bon, bref. Et, euh, et c'est des choses qui sont considérées dans le bouddhisme comme des expériences, Ouais, et donc qui, au fond, n'ont pas tellement plus de valeur que d'autres choses qui se manifestent mais qui peuvent être soit des choses que l'on peut développer, mais qui, dans ce cas-là, vont éloigner ouais, de l'éveil, l'éveil étant la réalisation de la non-dualité. Hein. Et donc, moi, effectivement, je fais face un peu à ces témoignages-là également, et sauf certaines expériences que l'on peut avoir dans des états de concentration très profondes dans ce cas-là où on peut avoir des expériences à la limite presque psychédéliques, on va ouais, dire, ouais. mais sans jugement de valeur, parce que moi je suis assez agnostique hein, sur la question. Euh, D'un point de vue personnel, moi j'ai une pratique qui est un peu, qu'on pourrait considérer un peu ésotérique, c'est le yoga du rêve. Mais en réalité, bon, c'est que du rêve lucide un peu organisé, donc il n'y a pas de, il y a rien d'exceptionnel là-dedans. Mais moi, c'est un phénomène qui me fascine. Euh, Oui, c'est même- ça. C'est ça. Mais moi aussi, tu vois, et récemment, c'est marrant parce que je l'ai sur ma table, j'ai lu ça, je ne sais pas si on le voit bien, Ah oui, Dogmata le, Yogi de Yogananda. le Bon, classique. c'est, tu sais, c'est le livre que Steve Jobs a Tout distribué, à fait, tout à fait. et je l'ai lu, j'avais l'impression de lire La vie des saints, tu vois. Je me disais, mais c'est bourré, c'est des miracles sur miracles sur miracles. C'est des gens qui font des choses inouïes, qui se battent avec des tigres à main nue et qui gagnent. Ou alors c'est Babaji qui vit 500 ans, qui apparaît, qui disparaît. Et je l'ai lu avec fascination quelque part, tu Mm. vois, et parfois avec un peu d'ennui parce que je disais bah oui tout est possible, donc j'ai l'impression d'être dans un scénario hollywoodien où on est en train de me raconter des trucs qui défient complètement la physique telle qu'on la connaît. Et puis en même temps ça m'a rappelé un truc, c'est Bernardo Castro, son livre sur le matérialisme, et à un moment il parle de la perspective et il dit les peintres, on nous dit que les peintres au XVe siècle ont découvert la perspective. Et il dit, la perspective, on est d'accord, elle a toujours été là. C'est juste
l'auto-réalisation de la perspective qui fait qu'on a l'impression qu'on a découvert la perspective. En fait, c'est parce qu'on s'est aperçu qu'on était devenu conscient de la perspective. Mm. Alors qu'avant, on ne la voyait pas, mais elle était là. Et je me dis, c'est peut-être la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des gens qui voient des trucs que tout simplement, moi, je ne vois pas. Et pourquoi je ne vois pas, je ne sais pas, c'est karmique, on va dire que c'est comme ça. Mais pourquoi, comme tu dis, moi je suis agnostique par rapport à ça. Mais ça avait le don de m'énerver. Tu vois, c'est comme un peu comme le libre arbitre, je peux énerver les gens avec ça. Moi, ça me faisait un peu le même truc. C'est-à-dire quand quand on commençait à me raconter qu'il y avait des plans subtils et tout, je disais, mais c'est quoi? Parlez-moi un truc concret. Moi, je ne fais pas l'expérience des plans subtils. Ils sont où les plans subtils? Faites-les-moi toucher. J'ai mon côté Saint Thomas, là, tu vois. Mm. Et en même temps, aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup plus, entre guillemets, pas, je dirais pas tolérant, mais ouvert à l'idée que parce qu'il y a tellement de gens que j'aime dans ces milieux-là qui partagent ce genre de choses, je me dis, bon, c'est leur expérience, ça veut dire quelque chose, forcément. J'ai juste pas accès, c'est pas grave. Mm. Mais c'est pas pour autant que ce sont des charlatans, tu vois, parce qu'il y a aussi ça, c'est aussi ce risque-là, c'est se dire, oui, mais alors si on peut me raconter n'importe quoi, il y a des Oui. complotistes qui vont me dire que la Terre est plate, etc. Et que, tu vois, Après, il y a toujours ce conseil avisé du Bouddha qui dit bon voilà, j'enseigne des choses, mais c'est quand même à vous de vérifier, de faire l'expérience, est-ce que ça fonctionne ou pas. Et puis si ça fonctionne très bien, et puis si ça fonctionne pas, bah c'est pas grave, passez votre chemin, quoi. exactement, Et après, exactement. c'est quelle est la mesure qu'on va mettre là-dedans? Est-ce qu'on va essayer euh, une semaine, 15 jours, 3 mois ou 30 ans? Peut-être que 30 ans, ça paraît un peu exagéré de persévérer sur un chemin qui finalement ne donne rien. Et effectivement, il y a aussi un danger dans ce milieu-là, c'est le danger euh, des charlatans. Je crois pas qu'il y ait de possibilité de faire sans. Et Non, je pense pas. je pense qu'après, Et puis, je juge même pas le charlatan parce que je sais qu'il fait ce qu'il peut. Je veux dire, il fait ce qu'il croit qu'est le mieux parce que on fait tous ça et parce que précisément, pourquoi est-ce que le charlatan, il aurait du libre arbitre? Hmm. Ou alors ma théorie, elle s'effondre. Donc, le charlatan, parfois, c'est juste. Après, tout dépend de la bonne ou de la mauvaise foi, quand même. Oui, il y a la bonne et la mauvaise Ouais. foi, mais même la bonne et la mauvaise foi, tu vois, et moi, je suis peut-être plus avancé encore là-dessus. Moi, je pense que la mauvaise foi, quelqu'un qui est de mauvaise foi croit qu'il faut qu'il soit de mauvaise foi. Il Ah oui, décide pas. quand? Ok. Il décide pas. Et voilà, il est enfermé dans son truc. C'est comme les pervers narcissiques, ils ne décident Hmm. pas des pervers narcissiques. J'espère que je n'en suis pas un parce que je trouve ça atroce. Mais il y a des gens qui sont pervers narcissiques, ils sont pour rien. C'est à moi de me défendre contre ça et de ne pas me laisser entraîner dans leur jeu, mais c'est tout. Je ne les condamne pas comme s'ils avaient décidé de l'être, tu Hmm. comprends? Parce que ça, franchement, je pense que c'est hors de l'expérience humaine. On ne décide pas d'être Vladimir Poutine, par exemple. J'en parle de temps en temps. Ce n'est pas une décision. Évidemment, non. C'est pas possible. Il est comme toi, cet espace sans forme qui s'incarne. Simplement, il est complètement, apparemment, dans un niveau de conscience où il est dans ses pensées et dans ses concepts et dans ses histoires, et ça lui fait faire ce qu'il fait. Et il y a des gens autour de lui qui sont dans le même truc et qui font la même chose. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas envoyer la Cour pénale internationale le chercher, si possible, le foutre. Oui. Ça, alors là, Ça. Euh, là-dessus, les choses sont claires. Pour moi, en tout cas. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il est très bien. Donc, tout est possible. Tout est toujours possible. tu parlais d'espace sans forme. Ouais, Donc, et en fait, on revient tout le temps à ça. ouais, Je voudrais qu'on fasse peut-être un petit focus, si tu as encore un petit peu le temps, bien sûr. sur parce on a gravité autour depuis le début, on tourne autour de la non-dualité. Mais Ouais. là, comment est-ce que j'aime bien moi les définitions, hein, je sais que c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde, mais comment est-ce que toi tu définirais la non-dualité? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? Et troisième question pour compléter, comment avoir, à ton sens,
une réalisation authentique de la non-dualité? C'est pas une question facile, mais Hmm. Je vais commencer par de l'humilité. Je suis sur le chemin et je pas du tout la prétention d'avoir réalisé la non-dualité. Je, je sens simplement une adéquation entre ce que l'intellect comprend et ce que le cœur ressent. Je fais cette différence de plus en plus. Je l'utilise même pour prendre ce que j'ai l'impression d'être des décisions. oui. J'utilise cette espèce de boussole-là, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait dans le corps si je décide ça et qu'est-ce que ça me fait dans le corps si je décide ça et je vais vers, ça c'est une leçon de Sydney Banks, je vais vers le meilleur feeling et parfois je me trompe, c'est pas grave, c'est juste que ça me sert d'un peu de boussole. La non-dualité, c'est la voir, pour moi en tout cas, que tout est une seule chose qui n'a pas de forme, mais qui contient la totalité des formes potentiellement à l'intérieur de cette unique chose. Quand on dit le mot infini, on touche à ce qu'est la non-dualité. Si l'infini existe, il n'y a rien d'autre qui existe que l'infini. L'infini ne peut pas avoir, parce que sinon c'est plus l'infini. Mm. S'il y a un autre truc à côté de l'infini, ça peut pas être l'infini. Or, aujourd'hui, quand on regarde vers l'infiniment petit et vers l'infiniment grand, on ne trouve pas la limite. Donc, pour moi, c'est le signe de l'unité parfaite et absolue de, de ce que nous sommes au départ. Nous sommes une seule chose, une seule, il n'y en a pas deux, une. Et pour une raison qui semble difficile à l'esprit humain, mais on s'en fout parce que c'est pas grave. Il se passe quelque chose plutôt que rien, parce qu'on pourrait dire que cet infini, c'est rien, c'est zéro. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui pensent que l'énergie totale de l'univers est égale à zéro. Et ben, comme Tony Nader le dit, et j'en parle dans un épisode de mon podcast, Tony Nader, c'est un des pontes de la méditation transcendantale, donc celle qui utilise les mantras. Et il dit, bah, c'est un physicien à la base, c'est un neurophysicien, et il dit, pour une raison qu'on ignore, cette non-forme, ce rien, va se séparer en plus et en moins, mais à l'équilibre parfait, pour que quelque chose ait lieu. Et c'est l'expérience que nous faisons. Nous faisons cette expérience de cet infini, ce rien, qui contient à l'intérieur de lui toutes les potentialités pour qu'il existe quelque chose. Et il fait cette analogie magnifique avec, tu sais, les noise cancellation de nos casques là. Il est possible, quand on est dans le métro, d'entendre moins le métro parce que nos petits écouteurs envoient un son dans nos oreilles qui est exactement le son hors phase de celui qui vient. Et ça crée une annulation du son. C'est fou. Si tu, d'un point de vue intuitif, tu te dis, il y a un son qui est très fort et il y a un autre son qui est très fort et ces deux sons forts s'annulent. Mais c'est ça la non-dualité. C'est qu'il n'y a rien, mais ce rien contient la totalité. Et cette totalité, c'est grâce à cette localisation de ce rien dans ça, je prends conscience de ça tout autour, qui quelque part est une illusion, mais qui est ce que le rien devient quand il prend forme. J'ai pas d'autre définition pour moi que ça. C'est pas mal. Et à cet endroit-là, je suis dans la jouissance absolue de comprendre qui je suis et de sentir à quel point je suis porté par cette extraordinaire réalisation que au fond, ce que je suis. Parfois, je prends aussi tu vois, la métaphore de la médaille et du fait que une médaille, forcément, il y a deux côtés. Tu peux pas. Donc, il y a le plus d'un côté, il y a le moins de l'autre. L'univers, la non-dualité, c'est la médaille elle-même. Et puis, il y a deux faces. Et à partir du moment où il y a deux faces, il y a du blanc et du noir, il y a du chaud et du froid, il y a du bien et du mal, il y a du positif, du négatif.
il y a, et voilà, il y a des trous noirs, et il y a de la matière. Enfin, tout s'explique tellement facilement à un esprit comme moi qui suis nul en maths, qui est pas bon en physique et tout, mais qui arrive à lire quand même Bernardo Castro, par exemple, ou Donald Hoffman. Tout s'explique tellement facilement à partir de là. Et quand j'ai eu cette espèce de d'intuition-là, je me suis dit, ça y est, bon, je suis à la maison là. Ça peut pas être autre chose que ça, parce que l'expérience que je fais là tout de suite, et que tu fais toi, et qui est la même, cette sensation d'être conscient dans l'instant présent, je suis conscient d'être conscient. Pourquoi moi? Pourquoi à cet endroit-là? Pourquoi? Parce que je suis la totalité, je fais toutes les expériences à la fois. Mais pour pouvoir m'en rendre compte, il faut que ça se passe ici. Voilà, c'est tout. C'est tout. Alors, l'histoire de Liv, qui s'appelle Olivier en réalité raccourci, c'est juste, c'est super en fait, c'est génial. Parfois, c'est des bosses et des trucs, parfois ça fait putain, ça fait mal et tout. Mais c'est juste ça. Je peux me retirer dans l'être. L'être, c'est la médaille entière avec les deux côtés qui sont rassemblés ensemble et qui font une seule chose. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ma définition de la non-dualité. Je sais plus, tu avais une question derrière. Oui, la question c'est, selon toi, quel est le meilleur moyen euh, pour avoir ne serait-ce qu'un aperçu de ça, au-delà du fait d'entendre quelqu'un en parler? Respirer. C'est souvent, même si ça dure une seconde, c'est souvent ce vers quoi je pointe quand je sens quelqu'un complètement désarçonné devant moi, qui est dans une souffrance intense, qui est tellement perdu dans ses pensées, dans son histoire, qui est tellement en train de se projeter dans le futur avec ses souvenirs du passé et qui s'invente sa cage de fer, tu vois. Je lui dis, juste pour une seconde, tous les deux, on va respirer. Et ça va éteindre ton mental pendant une seconde et tu vas essayer de te souvenir de cette seconde. Et peut-être ça te donne une toute petite, minuscule ouverture vers ce que tu es, vraiment. Parce que tu as pu le faire. Tu vois, tu es sorti de ta souffrance pendant une seconde. Regarde. Et à partir de là, tu vois, avec le petit burin, on essaye de faire un trou un peu plus grand, et puis on élargit, et puis on élargit. Parfois, ça marche pas, hein. Mais moi, pour moi, la respiration, c'est quand même ce truc inouï qui se fait tout seul, mais qu'on peut contrôler, qu'on a l'impression de pouvoir contrôler quand même. À un moment, je suis conscient que je respire. Puis le moment d'après, je suis plus du tout conscient, j'y pense plus. Et ben, c'est un bon repère, quoi. Et puis je sais pas, il y a une histoire. Tu vois, quand je parle de respiration, je fais ça. C'est la verticalité. Il y a un truc de verticalité. Et puis, qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la mort? Il y a ce message magnifique. C'est quoi la vie? Une femme qui parle à un enfant et qui lui explique la vie et la mort et qui dit, alors la vie, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est la mort? C'est, voilà, c'est tout. C'est juste la respiration qui s'arrête. La vie, c'est la respiration qui commence. C'est quoi? C'est la vague. Évidemment qu'il y a un avant. Évidemment qu'il y a un après. Parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'espace. Nous sommes la totalité. On mourra jamais. Si on pouvait passer le message un peu plus largement sur cette terre qui actuellement semble agitée par toutes sortes de... Bah, je pense que, tu vois, Ce serait une mais bonne toi, idée. moi, on sait où on est. Je pense que, tu vois, on a cette chance-là, on a cette espèce de... Même si de temps en temps, la vie nous rattrape par le cou et... Oh, putain, c'est la merde, il faut que je me dise, putain, j'ai plus d'argent, etc. N'empêche que la porte du jardin, tu vois, elle est là, je la vois sur toi, la porte du jardin. Je sais qu'elle est là, elle est dans Ludovic, elle est dans Olivier aussi. Et elle est accessible et je voudrais montrer aux autres, mais enfin, juste parce que je suis appelé à ça, pas parce que j'ai envie de devenir, je sais pas quoi, un gourou. Non, parce que je vois le bien que ça m'a fait à moi et que je voudrais le passer à mes enfants. Et pour que ça passe à mes enfants, qui sont les gens les plus proches de moi, peut-être qu'il faut que je sois reconnu par d'autres gens et qui se disent, ah mais merde, ce qu'il raconte, papa, ça n'a pas l'air Ah d'être oui, si con que ça, hein. Parce que ça. sinon, c'est juste papa qui nous raconte ces histoires, là. Oui, on connaît. Mm.
Avant, c'était Jésus, maintenant, c'est. Tu vois. D'ailleurs, Voilà. tu parles de transmettre, et Mm. tu expliquais que tu avais fait une formation de Ouais, coaching. ouais, Donc là, j'ai une question un peu plus pratico-pratique. ouais. Donc j'imagine, et d'ailleurs, j'ai vu sur ton site que tu proposais des, entre guillemets, coaching, tu les appelles pas comme ça, tu appelles ça la discussion, je crois, J'appelle sur ça la la conversation. J'appelle ça la. conversation, pardon. Oui, et alors est-ce que tu pourrais en parler un petit peu de ça? Bien sûr. Bah, la conversation, ça a été ma première intuition. C'était que sur mon site de réalisateur et de musicien, puisque je mets mon activité amateur de musicien aussi sur mon site, je m'étais dit, je vais rajouter un onglet qui va s'appeler La conversation et qui va indiquer que je propose ça. Au début, c'était pour voir vraiment. Je me disais, personne va venir. Et puis j'ai eu des gens qui sont venus, qui sont rentrés dans la conversation avec moi par curiosité ou parce qu'ils avaient vraiment un besoin particulier de partager des choses. Et donc, je me suis fait un peu la main en tant que accompagnant, on va dire. C'est vraiment un accompagnement. Parce que, encore une fois, je n'ai pas de méthode. Je ne suis pas un coach avec je vais vous donner les 7 manières d'arriver. Non, j'essaye de, comme Rupert Spira le dit très, très, très joliment, il dit, j'essaye de repérer où sont les gens dans la forêt en les faisant parler, en les écoutant, en leur posant des questions. Et puis, j'essaye de les rapprocher de moi en leur disant, regarde, parce qu'on est tous un peu à tâtons, là, j'en dis, tiens, le troisième arbre de droite, le deuxième Mm, arbre de gauche, je sens que tu chauffes, tu chauffes. Je fais que ça. Mais apparemment, ça va, puisque j'ai des gens qui reviennent et qui me demandent de continuer. mm, Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je sois un peu plus sérieux dans mon approche, d'abord parce que mon temps n'est pas illimité et que je ne peux pas offrir ça à la terre entière si je vais tout simplement pas y arriver. Et assez vite, j'ai vu que j'étais complètement débordé, en fait, et qu'il fallait que je me calme. Et deuxièmement, parce qu'il y a aussi quelque chose qui rassure les gens, c'est que, curieusement, hein, mais je m'en suis aperçu, c'est que si tu commences à faire payer, d'abord, ça implique un engagement de celui oui, qui vient vers toi. Il met une certaine somme, donc du coup, alors ça crée une attente chez lui, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que j'ai ce que j'ai, hein. Si mm, ça vous va, ben, je comprends très bien. Mais voilà, je suis absolument cash sur le fait, sur ce que je propose. Je propose un accompagnement. Je propose. Hier, j'ai un nouveau, un tout nouveau qui vient d'arriver, qui me parle et qui me dit ce que je cherche, moi, c'est de l'oxygène. Je dis, c'est magnifique, c'est ça que je t'apporte. Tu peux métaboliser ce que je te donne et peut-être que trop d'oxygène, ça va pas t'aller. Peut-être que mon oxygène, il n'a pas le parfum que tu veux. Mais ça n'a aucune importance. Tu vas tester la température de l'eau. On va faire une première conversation gratuite et puis on verra si. Et donc là, je suis en train vraiment de formaliser mon offre, de dire, bon, voilà, il y a un menu en fonction de tes moyens, etc. Un peu comme beaucoup font, hein. Et moi, j'ai trouvé que ta vidéo là-dessus, elle est mais parfaite, parfaite. Tu as fait une petite vidéo sur pourquoi est-ce que mm, les maîtres parfois se font payer, mais c'est parfait. Moi, j'ai commencé par donner tout ça gratuitement. mm, Et à un moment, je me rends compte que bah, ça répond, il y a des gens que ça intéresse et tout. Et je me dis, bah, comment je fais maintenant? Alors, comme j'ai ce désir de partager, et puis bah, je me dis, bon, il va falloir que j'arrête mon activité de réalisation. En plus, ça m'arrange plutôt parce que j'ai un peu fait le tour de cette histoire. J'ai envie de continuer un petit peu, mais pas trop, que ce soit juste une partie de mon activité. Sauf qu'il faut que je paye mes factures. Il faut que si je fais une retraite, faut, comme tu dis, faut payer la bouffe, ça le lieu, hein, tout faut simplement. payer le lieu. Et puis, mon temps a aussi une certaine valeur en un sens, parce que moi, j'ai dépensé des sommes considérables en coaching et j'ai aucun problème pour tu vois, l'avoir fait. Les gens ont la liberté totale de venir ou de pas venir. Mhm. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est difficile de mettre une échelle de tarif parce qu'on est sur des trucs tellement flous où tu as, tout et rien, quoi. Tu as des gens qui se font payer des fortunes incroyables, il y en a d'autres qui sont plutôt comme toi. Toi, on sent que tu viens de la tradition du bouddhisme. Donc, à un moment, tu montres une image avec des dons dans une urne et tout. Mais Oui, moi, j'étais parti là-dessus, sur l'idée du don mhm, volontaire. Mais compte tenu du fait que ce que je propose, c'est vraiment un accompagnement, je me suis dit, c'est peut-être mieux, pour l'instant j'en suis là, je ne suis mhm, pas sûr que ça va changer, c'est peut-être mieux si j'ai un tarif, quoi, quelque part, avec une échelle en fonction de tes moyens. mhm. Et c'est toi qui décides.
Et si tu es très riche et que tu veux payer le moins cher, de toute façon, je vais le voir. Et ça ne me dérangera pas. Il y a Sam Harris qui propose ça d'ailleurs sur Ouais, son tout à fait. appli où Ouais, finalement, bon, au début, il suffisait de demander un accès gratuit. Maintenant, il fait un truc un peu plus détaillé ouais, où c'est vraiment, il y a une échelle. Et je trouve c'est ça. ça. Alors, moi, encore une fois, j'ai une opinion assez ouverte là-dessus. Chacun fait bien comme il veut. C'est pas un vrai sujet. Je sais que c'est un vrai sujet d'inquiétude pour certains qui peuvent considérer que comme on touche à quelque chose de fondamental, il faudrait que ce soit gratuit. Oui, oui ou pas. Enfin, je veux dire, là-dessus, moi, je suis. Donc, j'ai fait cette vidéo-là aussi en réponse, en fait, parce que Ouais. dans les commentaires, il y a souvent des personnes qui sont surprises de voir que tel ou tel enseignant font payer leur temps, ce qui me paraît pas délirant, moi, personnellement. Et, euh, et comme j'ai reçu quand même quelques voilà des commentaires, je vais faire un petit peu le service après-vente. Mais Donc c'est très, très bien. j'ai voulu Franchement, faire cette vidéo pour puis pour dédramatiser hein, parce que personne n'est absolument. obligé de et puis je veux dire sur notamment sur Internet même en dehors d'Internet, il y a plein de ressources gratuites. Absolument. Euh, Tu parlais de pour Vipassana, par exemple, les 10 jours gratuits. Si une personne n'a pas les moyens, elle n'est pas démunie non plus, hein. Donc voilà, mais je trouve que ton approche est parfaitement équilibrée et puis elle se justifie. C'est très facile de voir. Tu prends Rupert Spira, c'est quelqu'un qui vivait de sa poterie. Et puis à un moment, il a commencé à aller de plus en plus sur le partage. Il s'est aperçu que le partage lui prenait toute sa vie et qu'en même temps, c'était ça qui lui allait quelque part parce que à la fin, il écrivait sur ses pots une toute petite écriture, puis des choses qu'il partageait qui étaient la non-dualité, ni plus ni moins. Et bien, il fallait quand même qu'il continue de pouvoir vivre. Mm, Il fallait quand même qu'il continue de pouvoir payer son loyer. Donc, il a fait des retraites, il y avait un prix d'accès. Et en plus, lui aussi, il a une sliding scale, comme on dit. Donc, moi, j'ai jamais été choqué par ça. Et même les coachs qui se font payer comme Steve Hardison 20 000 euros de l'heure, mais s'il y a Ah, des quand gens même. qui sont prêts à payer, si tu veux, si Ah Steve oui. Jobs ou Bill Gates, il veut s'offrir Steve Hardison mais il n'y a aucun problème. En plus, Steve Hardison, c'est pas du tout un mec qui a des jets privés et tout. Il vit dans sa maison à Phoenix et il donne son pognon à toutes sortes de trucs. Mais pour lui, c'est un point d'entrée sur l'engagement. Il y a des gens Mm, pour qui 20 000 euros, c'est de l'argent de poche. Et donc, c'est dégueulasse, à la limite, tu vois, que eux, ils puissent payer 40 euros ma séance de coaching d'une heure. mm, mm. C'est pas dégueulasse, c'est que s'ils me payent moi 20 000, mais t'imagines tout ce que je vais pouvoir faire aussi. Parce que je suis vraiment là-dedans. Je ne veux pas m'acheter une Tesla, moi. Je m'en fous, tu vois. Je suis très content avec mon vieux Kangoo. Donc, j'en ai rien à faire. Simplement, c'est logique, je trouve, d'offrir aux gens la possibilité d'investir. Mm, mm. Que l'argent soit le symbole aussi de l'investissement, de ce qu'ils viennent mettre dans la recherche. Moi, je l'ai fait, je trouve que ça a du sens. Mm. Et je comprends très bien qu'il y ait des gens qui puissent être choqués par aucun problème. Aucun problème. Après, je vais leur dire, bah, tu sais, j'ai quand même fait mon boulot. Tu as 8 heures ou 9 heures de podcast. C'est entièrement gratuit. Tu peux te servir. Tu peux écouter quand tu veux. Tu peux me poser des questions. Je vais y répondre. Mm. Tu peux m'envoyer des mails et tu peux même demander une session gratuite parce que je fais ça aussi. C'est en train d'être mis en place. 2 heures par semaine, entièrement gratuite. Tu peux booker ça et puis on se parle Ouais, gratuitement. tu vas être vite débordé là. Ben non, parce que j'ai que 2 créneaux par semaine. Donc D'accord. voilà. C'est la liste d'attente qui risque d'être longue, Ouais. mais après, j'adapterai en fonction, tu vois. Peut-être que je ferai je sais, j'en sais rien, je sais pas. Je laisse la vie s'occuper de moi, elle fera ce qui est de bien, et puis c'est tout, ça va. Quoi qu'il arrive, c'est bien. Évidemment, je me dis, ah, ça serait cool de pouvoir parler à plus de gens en même temps. Ah, On verra. mais les choses vont se mettre Et en ça va se place. faire tout seul. Regarde-toi comment je trouve ça. Pour moi, tu es un exemple aussi, tu vois. Je trouve magnifique ce que tu as fait. Mais si, mais si, parce que toi, tu es allé chercher les gens et tu nous les ramènes et tu nous donnes en une seule chaîne, tu vois. Je fais playlist
j'ai un nombre de ressources incroyables et j'ai un accès à toutes sortes de personnalités. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de la diversité, le maximum de diversité, parce que c'est comme ça qu'on va trouver chacun celui qui nous parle ou celle qui nous parle le mieux en fonction de nos conditionnements. Et c'est ça que moi j'ai trouvé dans l'univers anglo-saxon. Et je trouve ça génial qu'on puisse trouver ça aussi en France, quoi. Alors, ce qui est intéressant, moi, en fait, le projet, c'était surtout de... c'est une question de pédagogie, c'est-à-dire que Voilà, pédagogie, parfois, on est bloqué sur une voie et on voit pas les choses, on voit plus rien c'est ça. dans une voie. Et le fait d'avoir un autre éclairage, ça permet de justement de réaliser quelque chose qu'on n'avait pas vu parce que c'est formulé autrement. Parce qu'au Exact. final, les différentes interviews que je fais, c'est quand même, je choisis toujours des personnes qui disent la même chose, mais qui le formulent pas de la même façon. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Et peut-être qu'entre deux personnes que j'ai interviewées vont considérer que non, on dit pas la même chose. Mais au fond, ça pointe quand même une certaine réalité. Et je trouve que c'est voilà, au-delà des vidéos que je peux faire qui ne sont pas des interviews, mais des méditations guidées ou des leçons sur la méditation, parce que je fais du coaching de méditation également. Je trouve que c'est assez complémentaire et c'est quelque chose, quand on accompagne des personnes, qui est important, c'est de trouver de l'inspiration. Voilà. Parce que le chemin peut être long, difficile et ça peut même être douloureux parfois. Et on peut même voir une perte de sens dans tout ça et se dire, mais pourquoi je fais ça? Dans quoi je me suis perdu? Et d'avoir juste, de voir le chemin d'autres personnes qui Mm. finalement sont des êtres humains. Et de voir que finalement, bah, eux aussi, ils ont vécu des difficultés, eux aussi, ils ont connu des hauts et des bas dans leur chemin. Bah, ça aide en fait, et ça aide à garder le cap parce que finalement, bah, la progression, elle n'est pas linéaire. Enfin, d'aucuns diraient qu'il n'y a pas de progression, mais si on reste dans une perspective où on fait quelque chose pour aller quelque part, même si tout est déjà là, la progression, elle est, voilà, c'est un peu chaotique. Et le fait de se dire, mais quand même, il y a un truc, et de pas oublier que finalement, déjà, ici et maintenant, il y a quelque chose que peut-être qu'on a oublié, mais le fait d'entendre d'autres personnes en parler, ça permet aussi de sortir de soi-même. Et on n'est pas obligé pour ça d'aller voir quelqu'un d'autre, mais déjà juste de voir des discussions où d'autres personnes parle de ça, ça permet de se sentir moins seul et de retrouver un peu de sens, je trouve. Absolument, mais c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Et moi, je commençais à avoir écouté beaucoup des conversations que tu as eues sur ta chaîne YouTube. Et à chaque fois, c'est une couleur différente, mais qui parle de la même Mm, chose. Et j'ai appris, à chaque fois, il y a un insight. mm. Il y a vraiment un truc qui vient parler là. Avec la coréenne notamment, là, je ne sais plus son nom, Ah oui, Kamala. Kamala, ouais. J'ai entendu des choses. Avec Éric Barret, j'ai entendu des choses, même si, encore une fois, cette sensibilité, j'ai plus de mal avec, mais il Ah, y en puis a. la qualité sonore était très mauvaise aussi. Oui, ouais, ouais, Ça, c'est vrai. Et voilà, ou avec comment il s'appelle, Jean-Marc Nutel, Jean-Marc Mantel. Ouais, ouais. Mantel, c'est encore une autre sensibilité. Je suis pas forcément je suis à fond sur ce qu'il partage, je suis absolument 100% avec lui, et en même temps, sa manière de partager, c'est pas trop ce que Mm, j'aime. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui est génial, c'est cette incroyable diversité. Et toi, tu viens nous l'amener, t'es comme un Pantone, tu vois, avec t'es vraiment le nuancier là, et on va un peu picorer, découvrir ce que les uns et les autres ont à dire, et si on a envie d'approfondir, bah, on va aller voir eux, on va sur leur ouais, site, ouais, on ouais. va écouter d'autres trucs. Ça, c'est génial, ça. C'est formidable. C'est le but de pas s'enfermer. Après, il y a deux écoles. Il y a certaines personnes qui considèrent que voilà, il faut pas changer de voie. D'ailleurs, dans certaines voies bouddhistes, c'est ça, c'est-à-dire que si on papillonne et qu'on va voir à droite à gauche, finalement, on creuse pas assez profondément. Je Hmm. suis pas tout à... Alors, c'est vrai, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que bah, parfois, c'est bien d'aller voir ailleurs, même pour revenir ensuite.
à des pratiques qu'on faisait plutôt, tu parlais de Vipassana, peut-être que tu vas y revenir plus tard. Tout à fait, Peut-être mais que tu vas oui, découvrir de nouvelles choses parce absolument. que finalement, l'éclairage sera différent. Parce qu'au final, tout ça, c'est la même chose, mais selon les étapes où on est dans sa vie de tous les jours, selon son état d'esprit quand même, selon son conditionnement du moment, Mm. bah, on perçoit pas les choses et les angles morts sont pas les mêmes. Donc c'est pour ça. Exactement. Et là, aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec toi et voilà, avec cette perspective sur les trois principes, ça Et permet aussi d'ouvrir quelque chose. c'est ça, et quand je t'écoutais parler, je disais, moi, mon truc, c'est ce qui me repousse, ce sont les dogmes. Dès qu'on a l'air de vouloir m'imposer un dogme, dès qu'on essaye de m'enfermer dans une boîte et en disant c'est ça la vérité, c'est par là qu'il faut passer, c'est par là qu'il faut que tu passes, j'ai des doutes. Mhm, J'ai des doutes parce que il faut que ça résonne ici. J'y peux rien, c'est ce que je ressens, tu vois. Et donc, le dogme, il peut être qu'à l'intérieur de moi, c'est mon dogme à moi, si on peut dire, et je suis ma route à partir de ça, c'est tout. Mais quand on me dit non, mais il faut plutôt ça ou faut plutôt ça, et moi j'ai trouvé ça à Vipassana, cette ouverture-là, mhm, il nous laisse partir en nous disant faites ce que vous voulez maintenant. Si vous avez envie de continuer, vous pouvez. Je vous conseille de revenir tous les ans. Je vous mhm, conseille de faire, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Il nous donne la perle et puis on se démerde avec, quoi. mhm. Et il y en a pour qui ce sera ça, puis il y en a d'autres pour qui ce sera pas ça. Et comme tu dis, on peut pas savoir. On peut même pas savoir si à un moment, le truc qu'on a repoussé, on va pas y revenir, etc. Parce qu'on va avoir Je une vision. confirme, je confirme. Ouais. Donc Il y a des choses qu'on regarde un peu de haut parfois, et puis voilà, c'est ça. finalement, je, pour être parfaitement transparent, moi j'ai commencé la méditation, c'était autour de 2005 ou en 2006, Vipassana, militaire. Donc je regardais les vidéos, je voyais déjà les premières vidéos de non-dualité, même si à l'époque c'était plus beaucoup moins. Ouais, Je regardais ça d'un air en me disant, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est n'importe quoi. C'est du blabla. Ouais, ok, d'accord, mais en fait, il y a une méthode et il faut appliquer cette méthode. Et bah oui. donc, bah, très bien, c'est sur le moment et je suis passé par là et puis j'en suis revenu. Mais, euh, mais voilà, c'est intéressant aussi de voir que il faut être un peu patient, peut-être, Ouais, et puis s'observer et d'observer aussi le personnage, comment est-ce qu'il bouge, comment est-ce que les choses évoluent et ouais, voilà. Bah, tout à fait. Avec de la compassion. ah bah Quelque chose ça. que j'avais beaucoup de mal à m'accorder. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers. Et ça a été une découverte progressive. Mm, Tous mm. les gens qui me disaient qu'il fallait que je m'aime, tu sais. Faut s'aimer soi-même, parce que si tant qu'on s'aime pas soi-même, on peut pas et tout. Ben, dis oui, tu fais comment Ah pour ça, m'aimer? Je m'aime pas, je me regarde, je m'aime pas, je vais pas décider de l'aimer, je veux pas. Et tu t'aperçois qu'en fait, ces gens qui te disent ça, ils ont peut-être raison, mais il va falloir faire un détour, il va falloir rencontrer une Mm. autre manière de te le dire et tout. Et puis à un moment, voilà, la vie va faire que, ou pas d'ailleurs, tu vas trouver ce chemin vers toi-même et où tu vas te rendre compte que tu n'as pas d'autre moyen que de t'aimer. Parce que tu sais qui tu es et que cette chose que tu es, bah, tu peux pas ne pas l'aimer. Parce que c'est toi l'amour. Et ça a été un peu ma chance aussi, c'est d'avoir cette intuition-là. Tu vois, l'amour, c'est vraiment le mot chez moi. Je suis là pour donner ça. L'oxygène, oui, mais c'est de l'amour. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que il y a des gourous qui sont pas d'accord. Sadhguru, il parle pas d'amour, par exemple. Il dit non, non, mais ça, c'est une invention de l'esprit humain. Il y a pas d'amour, il y a ce que nous sommes. On s'en fout, c'est pas grave. Moi, je le ressens comme ça, tu vois. Je mets des cœurs partout et C'est ça quand va même être. plus sympa. C'est quand même Ouais, plus bah, sympa. je sais pas, il y a des gens qui vont dire ah, c'est quoi ce mec qui met des cœurs partout, oh là là, fleur bleue, machin, bisounours. Ouais. Pas grave. Ouais. Ouais, c'est quand même mieux que les armes. Ah bon, bref. Oui. Hein. Tant qu'à faire, si c'est un film, autant que le film soit sympa à regarder, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Voilà, hein. c'est ça. Donc voilà. C'est ça. Bon. Tout à fait. On arrive à la fin de cette discussion. Je te remercie vraiment du temps que tu as bien voulu nous consacrer et consacrer à cette conversation. Je, alors j'ai un calendrier de mise en ligne un peu compliqué pour pour les vidéos, mais
ce sera dans les prochaines semaines que je mettrai Écoute, la vidéo en ligne. Donc, je te préviendrai bien évidemment. comme Tu ça, je seras vais peut-être. pouvoir le partager sur mes réseaux, Voilà. Et puis, faire le kéké en disant, ça, je fais partie des trophées de Ludovic. voilà, c'est ça. Qui sont parfois difficiles à décrocher, effectivement. Et je sais pas si je voulais te recommander, parce que alors, c'est pas pour que tu perdes ton temps sur YouTube, hein, c'est pas le. Mais si tu parles anglais et que tu aimes bien ce genre de conversation, moi je me suis inspiré pour faire cette série de conversations d'un Américain, Rick Archer, qui fait une émission qui s'appelle Buddha at the Gas Pump, qui fait Emmanuel, ça. Emmanuel m'a partagé ce nom aussi il n'y a pas plus tard que 3 jours, tu vois. Voilà. Et Et puisque donc toi, tu là, me le bon, confirmes, ouais, il faut que évidemment, j'aille là, le voir. t'as des milliers d'heures. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Donc, Ouais. et là, c'est beaucoup plus large, puisque là, on est sur il a peut-être une ouverture encore plus, là, les phénomènes inexpliqués, même les extraterrestres, enfin, ça couvre à peu près tout, hein, de Bernardo Kastrup aux personnes qui s'intéressent aux anges ou à Hmm. la non-dualité pure et dure, au bouddhisme, etc. Et moi, quand j'ai découvert ça, j'avais été fasciné et je me suis dit, mais je vais faire ça. Donc, donc c'est ce que j'essaye de faire à mon petit niveau. Et puis en français, même si là, je vais avoir une série d'interviews en anglais. Hmm. Donc, difficile, c'est de faire les sous-titres. Ah Euh, ouais, bah oui, je sais bien. donc là, j'en ai une avec Tom Campbell, je sais pas si tu connais, qui est un physicien et qui fait un peu la même chose que Bernardo Castrup, qui a écrit Mhm. un livre qui s'appelle Ma très vaste théorie du tout. Donc c'est une grosse interview que j'ai faite il y a pas longtemps. Et donc là, ça fait partie des choses sur lesquelles je vais faire mon petit travail de fourmi. Donc faire les... Ouais, Et puis il y a les termes techniques. Alors parfois, ouais, 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 ouais. mais voilà. Mais c'est pour aussi mettre un petit peu d'autres. euh, J'essaie de me diriger vers des choses un peu plus scientifiques et voir d'aller sur les neurosciences, même si Ouais, je c'est suis pas super. du tout moi spécialiste de la matière, hein. Je suis un littéraire à la base, mais bon Ouais, mais voilà. Donc c'est je, génial. je, Moi, je te remercie à nouveau et puis je ne doute pas qu'on aura l'occasion de discuter à nouveau, ouais, je crois même qu'il y a des... en dehors de cette émission. Tout à fait. Et je te souhaite un bon après-midi et, Merci. et puis amuse-toi bien. Et merci encore pour tout ça. Et toi aussi, amuse-toi bien. Allez, bye. Je crois qu'on a trouvé comment s'amuser. C'est chouette. Merci, Allez, bye.